Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Laura. Salut. Écoute, enchanté et vraiment je suis très heureux de faire cette interview aujourd'hui. Moi aussi. Merci. Mais en plus, on a été mis en relation par ton amie Laura, qui était dans l'équipe de France d'escrime, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle était en équipe de France d'escrime et on a fait nos études de kiné ensemble en fait. D'accord, ok. Ouais, donc vous connaissez super bien, quoi. Ouais. Donc ouais, bah c'est super cool et ça montre que qu'il y a beaucoup d'autres sportifs de haut niveau qui écoutent et que aussi me recommander des athlètes, ça marche et que je suis toujours à l'écoute des demandes des auditeurs. Et écoute, comme je te disais à l'instant, la tradition un petit peu sur le podcast, c'est de démarrer par l'enfance, découvrir un petit peu comment t'as découvert la compétition, comment tu as découvert la natation synchronisée, parce qu'on va parler natation synchronisée aujourd'hui. Et du coup, la première question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir de sport, en fait, c'était la première année où j'ai commencé la synchro. Je me rappelle bien du gala de fin d'année en fait qu'on avait fait parce que bon j'avais 6 ans donc on faisait pas encore de compétition et et en fait je me rappelle que on était tout en ligne comme ça dans la grande piscine et il y avait des grands gradins qui étaient remplis. Enfin pour moi ça me paraissait à 6 ans j'avais l'impression qu'il y avait énormément de monde et j'étais trop contente parce que j'avais réussi à faire la galipette arrière sans ma frite. D'accord. Et c'est mon premier souvenir un peu de sport avec la synchro, quoi. Ok, génial. Mais comment t'es tombé dans la natation synchronisée? C'est une histoire de famille? C'est un petit peu par hasard? Ouais, non, c'est un peu par hasard. En fait, quand j'étais petite, mes parents ils m'ont fait tester un peu plein de sports et D'accord. et en fait, un jour, elle a vu un truc ma maman, elle a vu un truc sur la synchro et donc j'ai fait des tests, je suis rentrée et Ok. j'ai commencé, j'aimais pas du tout ça en fait, mais pas du tout. C'est vrai? J'avais tout le temps froid. À chaque fois que mes parents ils arrivaient, j'étais au bord du bassin frigorifié, j'en avais marre et tout. Et du coup, je voulais arrêter ma première année. Et c'est mon D'accord. entraîneur qui s'appelle Ludivine Munchi qui m'a dit, écoute, on voit qu'il y a quelque chose, on voit que, enfin, j'ai pas envie que t'arrêtes. Je vois qu'il y a un potentiel et tout, peut-être un petit talent. Est-ce que tu voudrais pas continuer l'année prochaine? Je te mets dans le groupe des un peu plus grandes qui font de la compétition et on voit si ça te plaît. D'accord. Et en fait, j'ai commencé la compétition et j'ai trop accroché, quoi. Ok. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et du coup, ouais, tu disais au début que t'étais frigorifié et tout dans le bassin mais même le temps de jeu te plaisait pas? C'était déjà peut-être un peu dur physiquement aussi pour une fille très Mmh. jeune? Non, la première année, on faisait vraiment des trucs basiques.
Mais non, moi, ce qui me Ouais. dérangeait, c'était surtout le froid de la piscine, en fait. Et puis ça m'a OK. dérangé pendant 20 ans. Après, hein, le froid de la piscine, ça m'a jamais quitté. Il y a des choses qui restent comme ça, mais pourtant tu es à Marseille? Enfin, Ouais, bah maintenant je vis à Marseille depuis que j'ai arrêté. Mais sinon, OK. j'ai commencé à Aix-en-Provence jusqu'à mes Mmh. 18 ans dans mon club d'Aix-en-Provence. Et après mes OK. 18 ans, je suis montée à Paris à l'INSEP pour m'entraîner avec l'équipe de France senior. OK, d'accord, ouais. Donc, ouais, finalement, la chaleur, on va dire d'Aix-en-Provence n'était pas suffisante pour réchauffer la piscine. Ah ouais. Non, on avait une Et piscine qui était vraiment vraiment froide et j'ai des souvenirs de demander d'aller aux toilettes et de passer un quart d'heure sous la douche chaude pour me réchauffer. Ouais. c'est marrant. Bah, écoute, moi, pour la petite histoire, je prends des douches froides, depuis, plus d'1 an et demi maintenant Ok. et je ça m'a vacciné, quoi, contre le froid, mais vraiment, quoi. Et en plus, enfin, je tombe plus malade, j'ai plus froid et tout, enfin donc Ah ouais? ouais et j'ai pareil que toi, quand j'étais petit, je détestais la piscine parce que j'étais hyper frileux et pareil, je passais des heures sous la douche pour me réchauffer à la fin et au début de la séance et je me suis un petit peu vacciné, là-dessus sur le tard donc ça me fait sourire parce que je me reconnais un peu. Ah ouais, 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 c'est dur. Franchement, le Ouais. froid dans l'eau, c'est dur. OK. Et Aix-en-Provence, c'est une ville qui est reconnue pour la qualité du club ou c'est une ville qui a ça dans sa culture, la natation synchronisée? Ouais, ouais, ouais. En fait, bah, j'ai commencé direct là-bas parce que mes parents habitent dans un village à côté. Et en fait, je me suis retrouvée directement dans le meilleur club français. D'accord. C'est vraiment le meilleur club français depuis, je sais pas exactement, mais depuis plusieurs dizaines d'années, quoi. OK. Ouais, donc il y a d'autres championnes qui sont passées par là et tout et Ouais. j'imagine, ça influence quand une jeune fille, une jeune ado qui découvre, la compétition, ça met des étoiles dans les yeux, pardon, mais heu, vous aviez un petit peu un contact, du coup, avec les autres filles qui pratiquaient? Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, du coup, moi, quand j'étais plus petite, je voyais les grandes qui s'entraînaient et bah, elles étaient quasiment tout le temps championnes de France. Et Ouais, elles partaient toutes en équipe de France après. Il y en avait plein qui faisaient les Jeux Olympiques, du coup. Et puis, on avait OK. surtout la plus grande des championnes de notre sport mondialement, c'est Virginie Dedieu, qui a été Ouais, triple championne du monde, qui a fait une médaille à Sydney. Et, ouais. j'ai une photo d'ailleurs d'elle dans ma chambre dans les vestiaires en fait. Quand c'était peut-être ma deuxième année de synchro, elle était tout OK. le temps là en fait et ma maman avait pris une photo d'elle. Sur la photo, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis trop fière de poser avec elle et je l'ai toujours en fait dans ma chambre cette photo. Et c'est rigolo parce que maintenant Virginie c'est un peu ça a été un peu mon mentor et puis c'est devenu une amie en fait au fil des années qui est une conseillère, une amie et voilà, c'est rigolo de garder cette photo d'elle dans ma chambre, alors qu'après elle m'a entraînée, elle m'a conseillé pour les jeux, tout ça. Enfin, c'est, c'est voilà, il y a eu beaucoup de grandes nageuses synchro dans mon club et ça m'a toujours tiré vers le haut. OK, d'accord. Bon, c'est génial en tout cas, cette histoire et aussi cette chance un petit peu de tomber un petit peu par hasard avec la meilleure équipe et avec effectivement la plus grande championne et que j'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs sur ce podcast. Faut que Ouais. en faisant un petit peu mes recherches du coup sur toi et sur le sport, je suis tombé un petit peu logiquement sur elle et c'est Mm. vrai que son parcours est impressionnant quoi. Elle doit être super inspirante et Ouais. j'imagine que ça joue quoi sur une carrière de sportive. Ouais, c'est clair. Et et à quel âge on vous met à peu près, pour se situer un petit peu, hem, à quel âge on vous met un petit peu dans la compétition? Et est-ce que le format de la compétition est la même, chose que pour les adultes, et les pros? D'ailleurs, peut-être qu'on pourra aussi en profiter pour, rappeler un petit peu, comment est-ce que vous êtes notés, sur quoi vous êtes Ouais. notés, c'est des sujets qui m'intéressent. Mais ouais, du coup, à quel âge on prend le virus de la compétition en natation synchronisée? Alors, déjà pour commencer, c'est les règles de compétition, les formats de compétition évoluent beaucoup dans notre sport parce que vu que c'est un sport peu médiatisé, on veut le rendre de plus en plus Ouais, médiatique et du coup ça évolue pas mal. Mais en tout cas, moi quand j'ai commencé ma première compétition, j'avais 7 ans, 8 ans.
Et D'accord. c'était des interrégions, des compétitions régionales, interrégionales, et où en fait, donc c'est des compétitions de Benjamin. On a une grosse partie technique. Ça s'appelle les figures D'accord. imposées, où en fait, Ouais. il y a 4 figures imposées qui sont tirées au sort, qu'on travaille toute l'année en fait, et dans ces figures, il y en a OK. 4 qui sont tirées au sort et on passe une par une. Donc on a un maillot noir, un bonnet blanc. OK. On passe une par Mmh. une devant les juges. On fait nos figures. C'est des figures qui sont très lentes souvent, très lentes, et où il faut OK. voilà, il faut montrer sa technique, montrer sa ligne de jambe, montrer sa hauteur. Enfin, voilà. Et après, donc il y a un classement individuel par rapport à ça avec un nombre de points. Et en plus de ça, après, OK. donc ça fait souvent partie de la moitié de la note. Et après, c'est la partie ballet en fait, où là, il y a la musique, et c'est soit en équipe de 8 ou 10, soit en duo, soit en solo. D'accord. Et OK. voilà. Et Mais la après, première partie se fait forcément en individuel. quand on est jeune. Après, à partir OK. de... Bon, maintenant c'est passé aussi chez les juniors, mais avant, à mon époque, c'était que à partir du moment où on était en senior, donc à 18 ans, où en fait la partie technique des figures imposées, elle disparaît, et en fait c'est un ballet technique. Donc en fait les figures D'accord. imposées sont inclus dans le ballet, et c'est pour tout le monde la même D'accord. chose. Voilà, Et vous devez faire votre chorégraphie, en incluant c'est ces ça. figures qui sont imposées, du coup, par le juge et Ouais. elles sont tirées au sort, combien de temps avant la compétition? Alors, les figures qui sont en senior, les figures là, elles sont définies tous les 4 ans. Un an après les Jeux, D'accord, les OK. nouvelles figures sont définies, et donc elles restent pendant 4 ans, parce qu'en fait c'est difficile de monter un ballet. C'est monter un ballet, c'est pas du tout pareil que de s'entraîner juste sur la figure en elle-même en fait. Donc Ouais. voilà, on a 4 ans. Pendant 4 ans, on a ces figures là. Après ça évolue, et quand on est jeune, je crois que c'est peut-être 2 jours avant, même pas. En fait, on a un total de 8 figures, 2 qui sont obligatoires, donc qui tombent à chaque fois, et les 2 optionnelles, qui elles sont choisies, Mmh. je sais pas, peut-être 2 jours avant la compète. Ah ouais, d'accord. OK. Ouais, Ouais, donc là, ça il faut devoir ajuster, quoi. ouais, ouais. Puis de toute façon, en fait, il faut travailler enfin, il fallait travailler toutes les figures toute l'année, quoi. Ouais, Ça me OK. fait drôle de me OK, OK. replonger là-dedans, parce que c'était il y a très longtemps pour moi, les figures imposées. Ouais, j'imagine, j'imagine. Mais c'est souvent ce que me disent les athlètes, alors pas toujours à l'antenne, mais des fois en dehors, en me disant: «Bah, waouh, c'était marrant de se replonger dans toutes ces Ouais, années-là parce que ça évolue et les sports évoluent beaucoup et effectivement, tu ouais. fais bien de le préciser c'est hyper intéressant, hyper intéressant et vous avez 2 notes. Il me semble que sur le ballet technique, du coup, pour les pros, pour les adultes, maintenant, vous avez 2 notes et une note, c'est vraiment la technique et une note, c'est vraiment sur le côté beaucoup plus artistique, c'est ça? Ouais, alors j'ai pas le détail dans la tête, parce que justement ça change tout le temps, et même dans ma carrière senior, sur mes 10 ans d'équipe de France, ça a dû évoluer peut-être 2 3 fois pendant ce temps-là. Donc mais OK. donc j'ai pas tout le temps tout retenu, sachant que la performance dans l'eau pour nous c'est à peu près la même. Mais oui, il Mmh. y a sur un balai, il va y avoir on va prendre l'épreuve libre en fait. On va prendre l'épreuve libre. D'accord. Il y a le critère euh, purement technique, où dedans ils jugent par exemple la glisse, la hauteur au-dessus de l'eau, la synchronisation. Ouais. Et il y a un autre critère, c'est je me rappelle plus exactement le terme. Enfin, impression artistique en gros, où là c'est plutôt Mmh. synchronisation avec la musique, la manière de se présenter, donc le charisme, ce que la nageuse va dégager, et OK. l'interprétation musicale aussi, si on est bien, ouais, s'il y a bien des variations d'énergie, tout ça, et la difficulté aussi. Mais ça, c'est dans la technique. Il y a la difficulté qui est notée. D'a OK, d'accord, ouais. Ouais, Ouais, donc c'est hyper complet, quoi. Vraiment, ouais, ça couvre tout et pour essayer de juger un peu de manière, le plus rationnelle possible, ouais, c'est passionnant et une autre question que je voulais te poser un petit peu par rapport à ça, c'est, qu'est-ce qui fait que une nageuse va plutôt s'orienter vers faire du solo, du duo ou du coup le faire en équipe? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va te plonger par rapport à ça? C'est la création d'un duo? C'est la performance individuelle? C'est peut-être les entraîneurs qui recommandent en fonction du style? ouais. En fait, c'est beaucoup par rapport à la performance individuelle.
C'est-à-dire D'accord. que pour faire un peu gros, la meilleure va faire le solo, les 2 meilleurs vont D'accord. faire le duo, les 8 meilleurs vont OK. nager l'équipe. Voilà, D'accord, OK. en Ouais gros. et donc la répartition est bonne. Après, il y a pour faire un bon duo, il faut aussi que ça matche bien, que ce soit un duo homogène. C'est-à-dire que Mmh. si les 2 meilleurs, il y en a une qui fait 1,50 m et que l'autre elle fait 1,80 m, et ben ça fera quand même pas un bon duo, même si c'est les 2 meilleurs. Donc il faut essayer D'accord, ouais. aussi d'harmoniser physiquement en fait la paire. Waouh, OK. Ouais, OK, ouais, je ouais. savais pas du tout ça, mais C'est c'est vrai c'est pas que évident, c'est hyper exigeant, quoi. c'est hyper injuste aussi, je pense. Il y a beaucoup de Mmh. d'aspects dans ce sport qui sont très très injustes. Ça, par exemple, il y Ouais. a beaucoup de jeunes filles qui étaient vraiment extrêmement douées, mais qui n'ont pas pu percer parce que bah, soit elles avaient une ligne de jambe pas correcte, soit elles étaient trop petites. Voilà, il y a des problèmes de poids aussi qui jouent. Ouais. Il y a des physiques qui font que ben même si la fille est très affûtée et tout ça, ben ça passe pas parce qu'elle paraît plus épaisse que les autres, quoi. Et D'accord, OK. ça c'est un gros problème qui est en train d'être beaucoup soulevé dans mon sport là, qui est en train Ouais. d'être beaucoup soulevé parce que les meilleures sont beaucoup les filles de l'Est qui sont toutes les mêmes en fait. Et c'est vrai, Ouais. elles sont physiquement toutes les mêmes. Et c'est vrai que les pays comme le Canada, comme la France, où les particularités physiques des filles sont très diverses en fait, parce qu'il y a de tout Bien sûr. quoi. Et ben, du coup, ça fait un aspect moins homogène. Et c'est vrai que parfois, on peut se plaindre du jugement humain en fait qui est fait par rapport à ça, quoi. D'accord, ouais. Ouais, je vois. Voilà. Bah, écoute, tu as mis un peu les 2 pieds dans le plat parce que c'était un sujet que je voulais aborder avec Ok. toi, et donc on va continuer là-dessus et bah, c'est vrai que tu vois déjà, il y a enfin, j'ai l'impression que tous les sports avec des notes, Ouais. et qui du coup intègrent un jugement humain, font forcément, enfin intègrent forcément une certaine injustice et j'imagine que c'est quelque chose de très dur, enfin je pense pour le sportif, de pas voir sa performance, notée à la valeur qu'il apprécie ou enfin, tu vois? Comment c'est vécu ça, en fait, toi, en tant qu'athlète, comment est-ce que tu enfin, je sais pas, il y a forcément une part d'ego, tu vois, qui doit être un peu vexé quand on te met une note, avec laquelle tu pas d'accord. Te comment est-ce que tu te deals avec ça, en fait? Ben, alors pour le coup, je pense qu'avec la maturité, ça a été plus facile après et avec l'expérience. Mais c'est vrai que Ouais, 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 jeune, c'est très compliqué, hein. Enfin, toute ma vie, j'ai été victime d'injustice ou alors j'ai vu des injustices. Mais même ouais. ma dernière compétition que j'ai faite l'année dernière, championnat du monde, je nageais pas parce que j'ai été blessée. Bon, ça, on y reviendra plus tard, mais Mmh. euh, j'ai été choquée par les injustices qu'il pouvait y avoir, mais même pas de la France en fait, même des autres pays en fait, même des Mmh. concurrentes qui pour moi auraient dû être devant nous. Tu vois, donc OK. ouais, c'est difficile à vivre en fait parce que des fois on se dit c'est parce qu'on se dit à quoi bon en fait. Il y a Ouais, vraiment c'est des fois on se dit à quoi bon en fait, à quoi bon se donner autant pour qu'au final ce soit pas juste. Et ça c'est mmh. tous les pays qui le vivent, hein. Moi je me souviens des Autrichiennes l'année dernière qui arrivent en pleurs me voir et qui me disent bon ben voilà, à Rio en 2016 vous étiez meilleurs, on était derrière, ok, mais en fait c'est ça depuis 8 ans. Et vous avez beau changer, les Françaises, vous avez beau changer de duo, vous serez toujours devant nous en fait, parce que nous on est l'Autriche et vous êtes la France. Ouais, Et bon, après c'est apprendre voilà, c'est apprendre un peu avec du recul, parce que des fois c'est la plupart du temps c'est quand même juste, mais c'est vrai que des fois il y a quand mmh. même des grosses injustices. Bah moi j'ai été souvent dégoûtée de mon sport à cause de ça. Ouais, Et mais après on apprend à se dire que c'est comme ça et que ça finira par payer. En fait, dans mon sport, souvent, il faut beaucoup d'injustice pour qu'il y ait enfin une justice à la fin. C'est-à-dire que si le résultat, il vient au bout de beaucoup d'années de performance, au bout de beaucoup de démonstrations de performance. Il faut que ça rentre dans la tête des juges et de tout le monde que
on a progressé et on mérite d'être devant tel ou tel pays. Ça vient pas D'accord. en fait sur une compétition. Ça peut pas venir comme ça en une compétition. Enfin, pas trop. Ouais. Parce que du coup, les juges sont les mêmes d'une année sur l'autre, ou en tout cas ils reviennent très souvent, j'imagine. Ouais, bah en fait, vu qu'il y a des systèmes de comment on dit, de diplôme un peu pour les juges, Ouais, il y en a pas beaucoup qui ont leur certificat de juge international en fait. Donc ouais. donc ouais, c'est quand même souvent les mêmes juges qui reviennent, et puis même le monde de la synchro, le monde de filles et tout, ça parle dans tous les sens. Enfin, voilà, en fait, quand on se fait remarquer, que ce soit en bien ou en mal, ça a forcément des répercussions de partout, quoi. Ouais, ok, ouais, j'imagine. Ouais, c'est un tout petit milieu Ouais, et en plus effectivement qui est assez fermé et assez privilégié dans le sens où effectivement il y a un petit cercle d'élite qui doit être tout petit et où vous connaissez tous, et effectivement t'as pas le droit de faire un pas de travers ouais, ou c'est pas le droit ça. de râler, parce que sinon tu remets tout le système en cause et du coup c'est tout le groupe qui te rejette, quoi. J'ai l'impression. Ouais, c'est Et, clair. et je voulais te demander par rapport à ça, est-ce que il y a en fait des tendances, tu vois, par exemple, est-ce que sur les 10 dernières années, on a plus, tu vois, donné un petit peu plus de points à certaines, je sais pas, à certaines prestations ou à certains physiques. D'ailleurs aussi un peu, je voulais te demander, est-ce qu'il y a clairement des discriminations par rapport à l'élégance physique, parce que bah, c'est vrai que vous êtes un sport énormément associé à la grâce et à l'élégance et à la beauté. Donc j'imagine que ça doit avoir des répercussions. Est-ce qu'il y a des styles qui bougent un petit peu euh, de génération en génération? Ouais, alors des styles physiques, malheureusement, ceux qui réussissent, c'est toujours les mêmes, hein. C'est des filles Ok, ouais. très longilignes, ouais, très longilignes avec une très belle ligne de jambes, à la russe, en fait, Ouais. à la Quand russe. tu dis une belle ligne de jambes, c'est Ouais. des jambes fines et longues, j'imagine. Ouais, en fait, Ou- ce qu'on appelle ligne de jambe, c'est le genou et la pointe de pied surtout. Il faut que D'accord. le genou Ok. soit bien tendu et la pointe de pied bah, bien recroquevillée, quoi, que ça fasse une belle Ouais. ligne. C'est un genou un peu cagneux, trop plié, là ça passe pas, quoi. Il y a Ok. un Je exemple vois. avec une Canadienne qui fait des choses incroyables, Jacqueline Simoneau, elle s'appelle. Vraiment, Mhm. elle est, mais techniquement, techniquement pour moi, c'est vraiment une des meilleures filles mondiales. Et elle est toujours, bah voilà, septième, sixième, septième. Et c'est parce qu'elle a des jambes qui sont pas à la russe. Et j'ai toujours dit que cette fille, si elle avait été un peu plus grande et qu'elle avait eu des belles jambes, elle aurait été championne du monde. Ok. Ouais. Donc ouais, c'est par rapport à des critères de beauté qui sont des critères génétiques et Et ouais, qui sont figés, quoi. c'est Donc ça. ouais, mais je voulais te demander, et j'ai une question un peu par rapport à ça. Euh, c'est par rapport à la chirurgie esthétique. Ouais. Étant donné que vous êtes un sport où effectivement le physique, ou en tout cas certains critères de beauté sont vraiment pris en compte et sont discriminants. Est-ce qu'il y a déjà eu des athlètes, des filles qui ont fait recours à la chirurgie esthétique? Alors on connaît effectivement les chirurgies esthétiques du visage pour les acteurs, les personnalités un peu célèbres, mais est-ce que ça peut exister, bah, pas exactement, tu vois, comme tu l'as dit, bah, sur les membres inférieurs, sur les genoux, les pieds? Et est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça de filles qui ont essayé de se transformer pour répondre aux critères de beauté? Non, moi j'ai jamais entendu ça. Jamais Ok, entendu ça, parce qu'en plus, je pense que pour se faire refaire les genoux et les pointes de pied, je pense que tu restes bien longtemps dans ton lit avant de t'en remettre, c'est clair. et que Ouais, ouais. ouais, ça prend des années. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, parce que moi, pour le coup, j'ai pas des jolies lignes de jambes. Enfin, j'ai des grandes jambes, j'ai de la Mhm. chance d'avoir des grandes jambes, mais j'ai toujours galéré avec mes pointes de pied et mes genoux. Et j'ai souvent rêvé de pouvoir changer mes jambes comme ça. J'ai toujours rêvé que de un jour me lever le matin et me dire d'un coup, waouh, j'ai des lignes de jambes de fou. Et bon, Ok, ça ne se passe pas comme ça. ok. Et même ouais, même pour le visage, ou c'est pas arrivé, quoi. Non, Ok, ok, non. ok. Après le visage, pour le coup, pour le coup, il n'y a pas de discrimination par rapport au visage. Ouais, Euh, ok. c'est parce que ils apprécient beaucoup les expressions qu'on a, ce qu'on dégage au niveau des expressions faciales et tout ça, mais
mais après, sincèrement, on a toutes un peu des têtes un peu machin quand on a notre chignon tiré avec notre méga maquillage et tout. On triche énormément avec ça, hein, donc Ouais. non, au niveau du visage, non. OK. Et par rapport, ouais, justement au maquillage, à la préparation un petit peu esthétique, là aussi il y a des recommandations? Vous êtes vraiment libre? Parce que bon, j'imagine qu'il y a des codes, mais est-ce que c'est dicté carrément par, je sais pas, les juges ou par une certaine fédération? Ouais, bah, par la FINA. Alors ça aussi, ça a Ouais. évolué. Et moi, j'en suis bien contente parce que c'est une partie que je déteste dans mon sport, toute la partie maquillage, coiffage et tout. Je supporte pas ça. Et OK. ouais. Et en fait, bah, au début, il y a certaines années, on faisait un peu plus ce qu'on voulait, donc on avait le maquillage, il avait le droit de déborder sur le visage. Les coiffes aussi dans les cheveux, elles pouvaient prendre toute la tête, tout ça. Et maintenant, bah, ils ont mis Mmh. un peu des restrictions. Pareil, le maillot de bain, il faut pas qu'il soit trop échancré. Et ça, c'est plus pour OK. s'il est trop échancré, quand on fait des poussées rétro, des poussées au-dessus de l'eau, en fait, c'est-à-dire avec le torse qui sort de l'eau. Mmh. Si le maillot est trop échancré, ça trompe l'œil du juge en fait, et le juge a l'impression que la nageuse est plus haute que ce qu'elle est réellement. Donc D'accord, c'est OK. vrai qu'on triche un Je peu vois. avec ça. On a toujours des maillots bien échancrés, mais on respecte la limite. Et OK. récemment, ils ont demandé que le maquillage soit beaucoup moins extravagant. Donc OK. ça me va aussi très bien. Donc il est beaucoup plus, il est beaucoup plus soft et enfin beaucoup plus soft. Ça reste quand même extravagant, hein, mais voilà, moins on va dire. OK, d'accord, ouais. Mais c'est hyper intéressant, tu vois? Et je rebondis un peu sur la phrase que tu as dite. Tu as dit: «C'est la partie de mon sport que je déteste le Ouais, plus». Et c'est vrai que, bah, tu vois, avant de m'y intéresser, en fait, moi, j'aime beaucoup parler d'entraînement invisible ou de tout ce qu'on voit pas, en fait, quand on pratique pas le sport. Et c'est une partie qui prend beaucoup de temps. C'est un truc sur lequel, je sais pas, vous vous entraînez, vous avez une maquilleuse pro qui vous accompagne, co est-ce que tu peux ouais, je sais pas, comment ça se prépare et à quel point ça prend du temps, en fait? oh là là. Ouais, bah, je, ouais, je déteste ça. J'ai toujours détesté ça et en fait, c'était vraiment un problème parce que toutes les autres filles de l'équipe adorent ça, quoi. Adorent se maquiller, machin, et moi, je supportais pas. En fait, on avait des cours. Ouais, on avait des formations un peu peut-être une fois par an ou deux fois par an Ouais. pour OK. nous. En fait, chaque ballet a un thème et donc OK. un maillot qui correspond. Et donc, on apprenait à se maquiller avec les couleurs du maillot, en fait. Voilà. OK. Et après, on avait une trousse de maquillage à nous. Et ça, c'est en équipe de France. Hein. Plus jeune, ça se passe pas Mmh. trop comme ça. Plus jeune, c'était n'importe quoi. On mettait n'importe quelle couleur, n'importe comment. Et donc, on avait notre trousse. Et après, en compétition, c'était nous-mêmes qui devions faire notre maquillage. Sinon, on avait une compète D'accord. où il y avait une maquilleuse qui était là, mais c'est une compète vraiment spécifique qui était avec le sponsor du, du maquillage là. Et voilà. Et D'accord. sinon, bah ouais, la préparation, c'est l'horreur. Avant une compète, bah une compète qui va Ça prend commencer plusieurs heures. à 10 heures, on va se lever à 5h30 du mat, quoi, parce que Waouh! il faut OK. et en plus de ça, nous, on s'entraîne énormément, beaucoup. Avant Mmh. une compète, quand même, on passe bien 2h30, 3 heures avant de pouvoir nager. On s'entraîne 2h30, 3 heures avant de faire la compète, quoi. Sinon, on n'est pas Ouais. réveillé et tout ça. Donc, en plus de l'entraînement, ouais, on doit se démêler les cheveux, se les accrocher en queue de cheval, se faire un chignon. Après, se passer une première couche de gélatine. La gélatine, c'est ce qui nous maintient les cheveux. Faut D'accord, faire la ouais. Ouais, on gélatine. voit que vous avez un peu les Voilà. cheveux un peu brillants, c'est vrai. C'est OK. ça. Faut se faire la gélatine, se mettre la gélatine, après se mettre la coiffe et puis se maquiller. Et moi, mon record, parce qu'au fur et à mesure, on arrive à créer un peu des routines et tout ça. Je crois que mon record, bah, c'était sûrement au jeu parce que c'était là où avec ma partenaire, ma diétiste Margot Chrétien, on avait quand même une bonne routine à deux là. On a dû faire Ouais. 40 minutes, mais OK, pour tout ça. pour tout ça. Mais bon, quand on est en équipe, ça arrive souvent à l'heure et demie, 2 heures quoi. Ah ouais, OK. Ouais. Ouais, non, moi, je me rends pas compte. Désolé, je ne me suis jamais maquillé, donc je vois pas à quel point Non, mais c'est surtout je vois. ce qui est long, c'est bon le maquillage. Moi, ça me prenait 10 minutes grand maximum. Certaines passent 30 Ouais, minutes pour bien se maquiller. Et sinon, ce OK. qui est vraiment très long, c'est plutôt la coiffure en fait, parce qu'il faut mettre beaucoup de pinces. Les coiffes, souvent, elles sont galères à mettre. Faut s'y Ouais. mettre à deux. Voilà.
Et ouais, en plus, après, j'imagine, c'est des critères esthétiques auxquels vous ne pouvez pas déroger, quoi. Tu peux pas te lever un matin et te dire, cette fois-ci, je me maquille pas, Ah bah, pour la compète oui, ouais, et non. Ah ouais, non, à la ouais. compète, obligé. À l'entraînement, non, mais compète, ouais, non, OK. obligé. Mais c'est une obligation qui est implicite ou elle est écrite sur papier? Je suis désolé, je pose des questions peut-être un peu naïves, mais tu Euh, vois, j'ai pas trouvé la réponse. je sais pas. À vrai dire, je sais pas. Ouais, Je c'est sais pas tellement du tout. ancré dans le sport Ah ouais. que finalement Ap- vous le faites et Après, c'est vrai qu'il y a il y a des ballets, des équipes qui ont mis des bonnets, par exemple. ouais, Des bonnets qui vont dans le thème du truc, du ballet, tout ça. Mais, OK. mais ouais, non, sinon, c'est tout le monde en chignon, hein. Les Russes Waouh. aux Jeux Olympiques de Londres, ils avaient fait 2 chignons sur les côtés. Bon, voilà, mais bon, D'accord, voilà, il faut quand même passer du temps à se maquiller, à se coiffer, parce qu'en fait, ça augmente les expressions faciales aussi de se maquiller, et bien sûr. ça permet au juge de les voir de loin. Ouais, C'est pour ça. OK. Mais toute cette partie-là, moi, c'était une partie qui me stressait énormément, parce que ça me Je peux stressait non comprendre. seulement parce que j'aimais pas ça, mais en plus parce que c'est pour moi tout ça, c'était une partie qui me mettait pas dans ma performance en fait. C'était juste du blabla en fait, des choses qui allaient me fatiguer pour rien. Enfin, Ouais. pour moi, ça avait pas d'importance, et du coup, je détestais ces passages-là. Ouais, et puis ça te rajoute une dose de stress qui doit être Ouais, très considérable parce que si c'est pas bien fait, tu sais que ça peut avoir des répercussions et en même temps, c'est vraiment pas sur enfin, normalement, c'est pas là-dessus que vous êtes jugé donc enfin, j'imagine que ça devait être, une sacrée prise de tête, au quotidien. bah moi, c'était surtout je me prenais la tête avec mes coéquipières parce que moi je le faisais vraiment à l'arrache, et que et que les autres aimaient que ce soit bien fait. Et la vérité c'est que, enfin pour moi ça a pas vraiment d'importance. On était obligé de le faire, mais Ouais. bon s'il y a un truc un peu de travers, ça se voit. Enfin pour moi en tout cas ça se voit pas. Et c'est vrai que je me Mmh. suis parfois pris la tête avec des coéquipières parce que je faisais ça rapidement, et je voulais vraiment aller jeter le truc et puis après me préparer, et voilà, rester dans ma bulle, mettre mes jambes en l'air pour me reposer un peu et tout ça. Et Ouais. les autres elles comprenaient pas quoi que ça me saoulait en fait. Ouais. Ouais, ouais, j'imagine. OK. Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, là, on s'immerge, vraiment à 200 avec toi Ouais. dans votre univers et effectivement, bah, avec tes mots, on arrive un petit peu à s'imaginer les scènes, d'équipe, tu vois, entre filles où tout le monde est un peu stressé. Tu as le stress de la compétition, et chacun qui réagit différemment donc merci en tout cas de nous partager tout ça. Et j'avais peut-être une autre question un peu sur la façon dont toi, enfin sur ta vision en fait du sport, mais c'était par rapport à la musique parce Mhm. que je sais que c'est une partie quand même qui est assez déterminante pour la phase, enfin pour vraiment votre performance. Et j'ai même cru comprendre que vous avez travaillé du coup pendant longtemps avec un musicien pendant plusieurs années qui vous faisiez de la composition Ouais. uniquement pour vous. Euh, comment est-ce que ça s'organise du coup au cours d'une année? Est-ce que c'est vous qui décidez vos musiques? Est-ce que c'est plutôt du côté de l'entraîneur? C'est comment est-ce qu'on se prépare du coup pour choisir une musique et créer une chorégraphie? Alors déjà, il faut choisir un thème. Il faut choisir un thème de ballet. Donc ça, c'est souvent un brainstorming entre les entraîneurs, les nageuses. Voilà, on cherche un thème qui serait comment dire, marquant en fait, qui change Ouais, tout ça. Je vais prendre l'exemple de nos chorés pour les Jeux, hein, de Rio en duo. ouais, Voilà, on avait envie de faire un duo sur, je pense sur la chorégraphie technique, sur le thème de Rio en fait, du Brésil. Et bien sûr. du coup, après, ben, voilà, on en a discuté, ça serait bien de faire ça, ça. Après, on a plusieurs idées. Et après, chacune peut proposer des musiques, en fait, que ce soit l'entraîneur ou les nageuses, on peut proposer des musiques. Et, Mhm. et en général, bon, le plus souvent, c'est quand même l'entraîneur qui a le dernier mot. Mais on a quand même vraiment notre mot à dire. Après, quand on est en équipe, c'est plus compliqué parce que pour satisfaire les 8 nageuses, 10 nageuses, c'est voilà, c'est. Ok, Mais bon, en duo, prise de tête. oui, voilà. Je me rappelle la première fois. Donc Julie, mon entraîneur, Julie Fabre,
l'entraîneur Mmh. du duo, nous avait fait écouter plusieurs musiques en fait, euh, avec des thèmes différents un peu pour le duo technique qu'on allait nager aux Jeux Olympiques. Et bon, on avait dit oui, ouais, peut-être, pourquoi pas, tout ça. Et à un moment, il nous a fait écouter cette musique de samba brésilienne. Et là, on s'est tu en fait avec Margot, ma vitis, on s'est tu toutes les deux. On se regardait et on avait la banane. Et toutes les deux, on a su que c'était ça, quoi. On a eu le coup de cœur, on a eu un espèce de feeling avec cette musique qui a fait que, Ouais. voilà, direct, on a dit, bah, c'est là-dessus qu'on veut nager. Et après la chorégraphie, on l'a montée très très rapidement. D'habitude, ça prend des mois et des mois. Et là, je sais pas, tout ce qu'on faisait, on était super inspirés. On avait, je sais pas, on sentait la musique, quoi, toutes les deux. OK. Et par rapport à ce que tu as dit au musicien qui nous a beaucoup suivis, c'est vrai que bah, c'est Jean-Michel Collet, je crois que c'est son nom de famille. Et il nous a beaucoup aidé par rapport au rythme de la musique, à savoir à compter les musiques. Des fois, on a des musiques qui sont très difficiles à compter, et du coup, il nous apprend à les compter. Il nous apprend aussi à être synchro dans les moments où on n'entend pas forcément les musiques. Des fois, on a des problèmes de haut-parleurs, tout ça. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Et du coup, il Bien sûr. faut aussi il y a des figures où on fait beaucoup de bouillon, où on tourne sur nous-mêmes, et du coup, la musique, on peut moins l'entendre. Et Ouais, ouais. selon si on est au centre de la formation aussi ou si on est à l'extérieur, entre nous, on fait du bruit sous l'eau et du coup, parfois, on entend moins la musique. Donc, on fait des Ouais. exercices en fait pour réussir à compter, à avoir le rythme et voilà. Donc, il nous aide sur tout ça. Et il a aussi composé des musiques. Il nous monte, il nous fait nos montages musicaux. Il nous rajoute des sons, des bruits en fonction de ce qu'on monte nous dans l'eau pour des moments OK. impactants. En fait, à un moment, on va lever la jambe très haut où il va y avoir un porté. Bah là, il va nous mettre un bruit fort en fait sur la musique. Enfin, voilà, on travaille vraiment en OK. synergie avec lui en tout cas. OK, d'accord, ouais, c'est waouh, c'est passionnant. C'est passionnant. En tout cas, c'est hyper cool. En plus, j'imagine que ça doit vous, c'est la partie un petit peu, créative et artistique vraiment de du sport parce que bon, Ouais. on va en parler juste après, mais vous passez mais un temps énorme dans l'eau. Enfin, je pense que j'ai même cru comprendre qu'à l'INSEP, vous étiez les sportifs qui s'entraînaient le plus, quoi, tout simplement. Mm. Donc, j'imagine que la partie un petit peu musicale et artistique, ça te permet un petit peu d'à la fois de faire autre chose un petit peu et enfin de comment dire, de ça planifie un peu vos futures compétitions et tout, donc j'imagine que ça doit être une partie hyper enthousiasmante et hyper stimulante, non? Euh, alors, on va dire que ça dépend des nageuses. Vraiment, ça dépend des nageuses et de leur capacité, de leurs caractéristiques. Enfin, de leur. Ouais, passion pour la musique aussi. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup la musique et tout ça, mais c'est vrai que j'avais du mal à. C'était pas la partie que je préférais en fait dans l'année. Moi, je pense que je Mmh. suis quand même un peu plus dans mon sport. En tout cas, j'étais plus terre à terre. J'aimais quand ça filait droit, quoi. Et D'accord. du coup, la partie un peu où on passait, je sais pas moi, 6 heures dans l'eau à chercher le mouvement qui allait bien. Ça, c'était pas la partie que je préférais, quoi. Moi, ça me prenait la tête, nerveusement, ça me prenait beaucoup d'énergie. Ouais, parce qu'en plus, au début de ma carrière, j'avais du mal à retenir le mouvement. Et vu que ça changeait tout le temps, c'est des moments où le mouvement change tout le temps. OK, Et ben il faut s'adapter tout le temps et être très concentré pendant 6 heures pour trouver le mouvement, pour le machin. Il faut être très OK, concentré. En plus, quand c'est en équipe, faut être à 8 vraiment tout le temps câblé au même moment, avoir la même énergie au même moment. Et pour moi c'était vraiment pas des parties faciles. Alors physiquement, c'était plus facile parce que du coup, bah mmh, ouais, du coup. c'est moins intensif. C'était moins intensif. Mais par contre, nerveusement, pour moi, c'était vraiment pas facile. La partie montage de chorégraphie, bon, c'est sympa les moments où on fait de l'impro en fait, parce qu'on commence en faisant de l'impro, on met la musique et puis on dit bon bah là on cherche une figure avec avec des jeux de jambes, des rondes de jambes par exemple. Bah, OK, voilà, donc chacune on va mettre la musique et puis on va faire des impros et on filme et on dit ah bah tiens ça c'est intéressant. On va essayer OK, d'analyser ton mouvement et de le faire à plusieurs. Donc ça, la partie improvisation, j'aimais beaucoup. Et mais bon, après OK. toute la partie de recherche, c'est C'est long quoi. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais moi, pour moi, c'était long et épuisant. OK. Du coup, si je comprends bien, en gros, le process, c'est
Le processus de réflexion, c'est que vous cherchez une musique, vous vous mettez d'accord sur la musique. Ouais. Ensuite, vous passez dans le bassin. Alors bon, ça prend peut-être plusieurs jours, hein, peut-être que c'est pas dans la seconde qui suit, mais Plusieurs mois vous même. passez dans le, vous passez dans le bassin, vous improvisez, vous vous filmez, Mmh. vous essayez de, vous faites un petit peu, ce qui vous passe par la tête, est-ce que vous savez faire aussi ce que vous tentez, et ensuite vous regardez les images et vous commencez du coup à assembler et peut-être à piocher différentes choses que vous avez essayées, Ouais. et pour construire la choré. Et une fois que du coup vous l'avez construite, vous allez être vraiment dans de l'affinage et vraiment essayer de rechercher pour chaque mouvement la gestuelle idéale, la gestuelle parfaite, et afin de la construire et de l'améliorer, quoi. C'est un petit peu ça le processus. Ouais, ouais, franchement, ouais, c'est ça. Il y a aussi le Ok, le thème qui rentre beaucoup en jeu. C'est le première chose bien qu'on sûr. choisit, c'est le thème. Ouais. Et ouais, et en fait, faut savoir qu'une chorégraphie, elle évolue vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Ouais, euh, elle évolue tout le temps et voilà. Après, en fait, on se rend compte aussi des fois en travaillant, donc qu'il y a des choses qui sont trop dures ou peut-être trop faciles, que quand on les monte, on se rend pas vraiment compte parce que c'est des tout petits bouts. Mais quand on assemble et qu'on commence à travailler dans la partie physique, la partie enchaînement et tout ça, on se rend compte qu'il y a des trucs Ouais. qui sont complètement impossibles et pas viables, quoi. Ouais, Ok. donc voilà. Ok. Ouais, et c'était un petit peu la question à laquelle je pensais, c'était de me dire, est-ce qu'il y a il y a une forme de pression au début de te dire, ok, je vais essayer de faire cette figure, je l'ai jamais réussi peut-être auparavant, ou cet enchaînement que j'ai avec différents mouvements que tu as jamais réussi à mettre tous ensemble parce qu'ils sont très durs et très éprouvants physiquement, et te dire, ok, je les mets quand même dans la choré même si je suis pas encore capable de les faire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une pression par rapport à ça? Parce que tu vois, j'en parlais avec Perrine Lafont, qui fait tu vois, du ski de boss, Ouais. et tu vois, elle m'a raconté un petit peu elle comment elle préparait ses sauts, comment est-ce qu'elle progressait et tout. Et effectivement, tu vois, il y avait un petit côté, quand il y a un saut ou un enchaînement que tu vas réussir à l'entraînement et c'est la première fois que que tu vas le tenter en compète, il y avait un petit moment un peu stressant, quoi. Est-ce que du coup vous aviez cette émotion là quand tu crées ta chorégraphie? Est-ce que tu t'imposes des choses que tu sais pas encore faire et sur lesquelles tu espères que tu vas être capable de les apprendre? Et euh, est-ce que il y a un petit peu ce paramètre-là à prendre en compte? Alors oui, mais nous c'est quand même pas un sport. Enfin, pour ma part en tout cas, qui est pas beaucoup fait de solo, c'est pas un sport individuel. Donc en fait, moi ma plus grande peur, c'était quand on choisissait un mouvement et que Mmh. par exemple moi j'y arrivais pas, mais que les autres y arrivaient. Je me disais, Ouais, est-ce que je vais arriver à rattraper les filles enfin, Margot en général, Margot c'était ma duettiste. Est-ce que je vais ouais, arriver à raccrocher ce qu'elle arrive à faire et 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 après pour la partie compétition, c'est vrai que souvent on teste des choses à l'entraînement. Je pense surtout mmh, aux portées en équipe. On cherche des portées très originaux et tout ça. Et on a tout le temps peur que ça marche pas parce que ça pour le coup, faut être vraiment 8 à, à être très très synchro, pousser au même moment et mais je, ouais, mais je pense pas que ce soit comme le freestyle et tout ça où on ait cette pression-là de la compétition parce qu'en fait on passe tellement de temps à voir si ça marche justement, on fait tellement de répétitions, ouais. on le voit en fait si ça marche ou si ça marche pas et les entraîneurs ils vont pas laisser quelque chose qui marche pas avant la compétition quoi. Ok, ok. Je vois, je comprends mieux un peu l'état d'esprit, mais c'est sûr que c'est différent. Et puis en plus, il y a pas forcément la peur du risque, tu vois, qu'il peut y avoir un peu Ouais, quand tu fais des sauts sur des bosses de plusieurs mètres, et que si tu retombes pas droit, la pression est pas la même, quoi. on l'a sur les Mm. portées parce que bon on a eu quand même des sacrées blessures. Ouais, Mm. la fille on l'éjecte très haut et quand elle retombe même si elle a l'eau, moi je me suis déjà pris une fille sur la tête en fait après un porté raté. J'ai eu une commotion cérébrale, entorse cervicale et j'ai pas nagé pendant plusieurs semaines. Donc Wow. il y a quand même un danger. Wow. Même le nombre de fois où je me suis pris, même en compète, ça m'est arrivé parce que on est mal placé les unes par rapport aux autres. Se prendre un pied, on ferme le pied comme ça super dynamique au-dessus de l'eau. Si t'as ta tête à cet endroit-là, à ce moment-là, pas de chance quoi. Moi, ça m'est arrivé de me prendre Ok, ouais. un coup de talon dans l'œil
et de saigner de l'arcade et tout pendant tout le ballet après. Et voilà, Wow. d'avoir l'œil au beurre noir et tout. Ouais, ouais, En sortant. ouais, ouais. Ok. Après, c'est vrai que c'est pas des risques comme un saut à ski. Non, c'est clair que c'est pas ça. Mais en portée, quand même, on peut Ok. se faire bien, bien mal. Wow. Ouais, ok. Mais j'avais pas du tout pensé à ça. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais c'est vrai que ça fait sens. Et puis, effectivement, tomber sur quelqu'un, même de 1 mètre ou deux, déjà, ça, effectivement, tu peux te faire super mal. Mais Ouais. j'ai, ouais, j'avais beaucoup envie de parler de la blessure avec toi et parce que bon, on reviendra, ça fait partie un petit peu de ton histoire et puis aussi du sport, mais juste avant et peut-être que ça avait un peu mené vers ce point-là, c'est vraiment la préparation physique. J'ai été bluffé vraiment du temps que vous passez dans l'eau, du temps que vous pensez à vous entraîner, euh, de nombre de filières énergétiques que vous travaillez, parce que Mm, vous êtes constamment en apnée, du coup vous devez avoir un cardio de malade, mm, vous devez être ultra explosif parce qu'effectivement pour sortir de l'eau juste à la force des pieds il faut une énorme explosivité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, enfin un petit peu si on peut avoir un peu une photo d'ensemble de la préparation physique en natation synchronisée, à quoi ça ressemble, combien de temps ça prend et qu'est-ce que vous allez travailler, peut-être comment votre semaine ou votre année elle est organisée? ouais. Alors, déjà, pour expliquer un peu, ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, l'effort, il dure à peu près 3 minutes. Ouais. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu les filières énergétiques, normalement, 3 minutes, c'est le moment. Après 2 minutes, c'est à peu près après 2 minutes, 1 minute 50, 1 minute 45, c'est le moment où on n'a plus de lactique et on doit rentrer Ouais, que dans la filière aérobie, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent l'oxygène. bien sûr. Nous, c'est ça, sauf que notre effort il fait 3 minutes et que on n'a pas d'oxygène, donc on est obligé de faire euh, de faire durer le plus possible la phase lactique en fait. Donc Ouais. on sort de l'eau, l'état de nos jambes et de nos bras, c'est voilà, puis on a la tête qui tourne à cause de l'apnée machin. Et Ouais. et en plus de Et on ça, voit d'ailleurs quand vous terminez une choré à la fin que vous êtes un peu shooté quoi. ouais, c'est ça, Complètement. ouais, on est shooté. Ouais, franchement, moi, il y a eu des compétitions où ça m'a tellement fait mal que j'avais du mal à sortir de l'eau avec l'échelle, quoi, tellement j'avais les jambes, mais réellement, enfin, les filles devaient me pousser les fesses pour que j'arrive à sortir, quoi. Ou monter Ouais. les petites marches du podium pour saluer après. Enfin, vraiment, waouh, ça fait À ce trop point-là, mal. waouh. Ah ouais. Et moi, bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est la peur de l'effort. C'est quelque chose qui m'a Mhm. suivi pendant 20 ans et qui a pu faire que je me suis autant blessée, en fait. Je me levais le matin je me couchais le soir avec la boule au ventre de l'effort du lendemain. J'avais peur, quoi. J'avais une peur constante, en fait, Waouh. de cet Ok. effort. Et bon, bref, donc du coup, Parce ouais, qu'elle est, c'est tellement prenant physiquement que tu sens que ton corps peut te lâcher à tout moment. ouais. C'est cette peur parce que tu vois des blessures autour de toi. Tu sais d'où ça vient? Alors, pas peur de me blesser, mais peur de la souffrance, en fait, parce que je Bien sais sûr. ce que ça va être cette souffrance. Il y a des fois des Ouais. ballets, c'est le ballet en entier, on appelle ça le ballet en entier quand on fait tout l'enchaînement d'un Ouais. coup. Il y a des fois où ça passe mieux que d'autres, des fois, et c'est un peu inexplicable en fait. On n'a pas, moi en 20 ans de synchro, il y a des ballets où j'étais trop en forme, méga en forme et tout, et le ballet passait trop mal. Et des fois où j'étais pas en forme et le ballet passait bien. Enfin vraiment, j'ai jamais réussi à trouver, enfin à comprendre. Ouais. Et et du coup, ben vraiment cette peur de souffrir quoi, cette peur de la souffrance avant les compètes et tout, c'est de ça que j'avais peur quoi, c'est de d'avoir mal. Et en fait Ouais. d'avoir tellement mal qu'à la fin c'est une incapacité de bouger. Moi, à chaque fois Mhm. j'avais peur de pas tenir mes fins de ballet, de pas être Ouais. de plus être assez sèche, de plus être assez dynamique, de plus tenir la vélocité de mon ballet, d'avoir tellement mal que je sois tétanisée parce que ça m'est déjà arrivé quoi. Ouais. Et donc voilà, donc ouais, notre préparation physique, en début d'année, on fait beaucoup de cardio, bon, un peu comme tout le monde, hein, je pense. On récupère du peu de vacances qu'on a eu. Euh, on reprend doucement, on fait beaucoup de natation, on nage beaucoup en synchro. Et Ouais. Ok. en début d'année, on va nager Faites des longueurs, ouais, 4 ou 5 nage bornes. libre, brasse. Ok. Ouais.
Ouais, 4-5 kilomètres. Ouais, en début d'année, on peut nager 4-5 fois Waouh! par jour. Ouais. Mais quel est l'intérêt d'en faire autant? C'est c'est vraiment pour le souffle et le travail le foncier? En fait, ouais, c'est du travail foncier, ça fait travailler les appuis. On fait aussi du Mmh. travail spécifique de synchro, donc des appuis de synchro. On fait beaucoup de séries, longues en fait, euh, où on intègre aussi de l'apnée, du sprint avec de l'apnée. Enfin voilà. OK. Des éducatifs aussi, j'imagine, peut-être Voilà, pour les travailler les appuis? OK. ouais, c'est ça. Après, on fait beaucoup de techniques pures, donc en synchro, donc ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est toute l'année aussi, beaucoup de techniques pures. Donc ça, c'est dans l'eau, donc on travaille vraiment la verticalité, on travaille les appuis. J'allais, j'allais dire le nom de les balloons, ça s'appelle les coupes-coupes, c'est le nom de nos appuis. Donc on travaille OK. ça. Et Et du coup, c'est juste pour rebondir là-dessus, pour vraiment, vraiment bien comprendre, c'est vous arrivez le matin, je sais pas, à 8 heures à la piscine et la coach vous dit vous allez faire, je sais pas, des centaines de répétitions de ce mouvement-là en particulier et vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez? ça, C'est ça dépend vraiment des phases de travail. OK, Euh, on va dire dans une semaine type, on va dire au milieu de l'année quoi, notre semaine ça va être on arrive à 8 heures à l'entraînement, on va avoir par exemple le lundi 1 heure et demie de prépa physique où on va travailler où on va faire de la prévention déjà de blessures, donc beaucoup pour les épaules, on est beaucoup blessé aux épaules, aux adducteurs, aux genoux, OK, parce on travaille beaucoup en souplesse, on est très souple au niveau des grands écarts et on doit être très ouais, énergique, donc on a souvent très mal aux adducteurs. OK. Et on travaille le rétro-pédalage aussi, ça déglingue les genoux. Donc on fait Et ça, beaucoup. ça te faisait pas peur? T'as peur de l'effort lactique, mais t'avais moins peur de justement des douleurs qui peuvent arriver aux articulations, aux tendons, aux ligaments et En fait, ça vient plus sur du long terme. En fait, moi, je l'ai vraiment ouais, senti à la fin de ma carrière, les douleurs aux articulations et tout ça. Mais si, après, je me suis blessée, je me suis fait des déchirures musculaires parce que mes adducteurs justement étaient trop contracturés, pardon. Donc du ouais, coup, ça pète. Oui, c'est vrai que quand on a mal comme ça musculairement, on a encore plus peur pour le lendemain. On a peur que ça pète, quoi. Mais bon, ouais, moi j'avais surtout peur de la douleur physique en fait. Je me suis dit OK, si j'ai mal comme ça demain, je vais pas arriver à faire mon grand écart, je vais pas réussir à ouvrir mes jambes. Voilà. ouais, Et OK, voilà. Donc on avait de la prépa physique, on avait de la danse, on avait du yoga, on avait de la prépa mentale, on avait de l'accro pour travailler les portées, pour voilà. Et dans l'eau, après, il y avait des moments où on travaillait vraiment de la pure technique. Il y avait des moments où on travaillait de la pure endurance. Donc, on fait, je sais pas, moi, on fait, je sais pas, 12 fois la première longueur avec tant de travail, tant de récup, soit avec les poids, sans les poids. Enfin, ouais, voilà. En waouh, gros. OK. Non, c'est énorme, c'est énorme et du coup, ouais, ça représente, j'ai lu entre 6 et 8 heures par jour, c'est ça? Si on cumule tout? Ouais, bah, Ou pas? 6 et 8 heures par jour, ouais, c'est ce qu'on s'entraîne. Ouais, ça peut être plus que 8 heures. Hein. Moi, il y a l'année de Kazan en 2015, les championnats du monde de Kazan 2015. Ouais, Ça a été une année très difficile pour tout le monde en équipe de France parce on a une entraîneur espagnole qui est venue, Ana Tares, qui est très reconnue dans notre sport et qui s'est d'accord, fait virer, qui est très talentueuse et qui s'est fait virer en gros de l'équipe espagnole parce que les filles c'était plein en fait. Les athlètes s'étaient plaints de son comportement qui était vraiment qui allait vraiment chercher une souffrance psychologique en fait pour faire évoluer ses filles en fait, une souffrance nerveuse et tout ça. ouais, Et en fait avec cet entraîneur, on savait à quelle heure on commençait, on savait pas du tout à quelle heure on finissait quoi. Et puis OK. c'était punition sur punition. Elle m'a fait énormément évoluer, mais ça a été une année très douloureuse. Il y a eu des jours où on s'entraînait 10 heures dans la journée, des soirs où on était censé finir à 8 heures pour aller manger, et puis on se retrouvait jusqu'à 22 heures de nuit là en extérieur à s'entraîner. Mmh. Donc ouais, ça peut aller jusqu'à 10 heures. Waouh, Voilà. c'est dingue. Et C'est on s'entraîne aussi beaucoup le week-end. On a peu de week-ends de libre. On s'entraîne samedi, dimanche. ouais, Voilà. OK.
Waouh, bah écoute, ouais, j'aurais pas imaginé que c'était autant quoi. C'est vraiment vraiment impressionnant. Et peut-être par rapport à cette entraîneuse espagnole, tu penses que, tu vois, il y a dans ton champ lexical que tu as utilisé un petit peu depuis le début, et par rapport à effectivement cette personnalité qui a l'air de vous avoir d'avoir laissé un petit peu des traces psychologiques, tu penses que le ce sport, la natation synchronisée, il est indissociable du coup d'une certaine souffrance physique ou psychologique? Sincèrement, ouais, je pense que c'est très difficile de faire ce sport sans vraiment souffrir, soit psychologiquement, soit physiquement, quoi. Parce Ouais. que parce que euh, c'est énormément d'heures d'entraînement. C'est beaucoup d'abnégation et Mmh. euh, et il faut beaucoup œuvrer avec les autres. Et c'est vrai que c'est difficile de nerveusement d'être dans l'eau comme ça autant de temps et de d'œuvrer avec les caractères de chacune en fait, les points Ouais. forts et tout ça. Et c'est très difficile nerveusement de devoir être tout le temps ensemble au même moment, tout le temps d'avoir Mmh. tout le temps la même énergie. Et puis le côté injustice aussi du sport, ça prend Ouais, ça beaucoup. rajoute. C'est vrai que en discutant avec des sportifs de l'INSEP, personne ne comprend en fait. Ils disent mais vous vous entraînez. Nous on arrive à 7 heures, des fois on arrive à 7 heures au bord du bassin. On est les premières à arriver et puis on voit tous les sports défiler. On voyait le pentathlon défiler, on voyait les nageurs, on voyait les plongeurs. Ils faisaient tous leurs petits entraînements là et nous on était là tout le temps, tout le temps. On les voyait commencer, finir, water polo, tout ça. Et nous on était là en attendant, on était là dans l'eau, toujours là. et, OK. et puis nous on n'a pas de médaille quoi, on n'a pas de médaille à l'international et on sait qu'on n'en aura pas, enfin pas tout de suite, que le travail qu'on Mmh. fait là c'est pour les générations futures. Ouais. OK. Moi tout ce que j'ai fait en tant qu'équipière, hein, parce que bon, moi j'ai eu la chance de faire partie des deux qui sont allés aux Jeux de Rio, mais tout ce que j'ai fait en tant Mmh. qu'équipière avec mes anciennes équipières pendant 10 ans, et ben c'était pour que l'équipe d'aujourd'hui puisse se qualifier à Tokyo. Ouais. Voilà. OK. OK. Et ou et alors je sais peut-être, dis-moi si je me trompe, mais c'est une motivation, pour une jeune fille de maintenant je veux croire, tu vois, j'accepte avec du recul que tu te dises: «OK, j'ai fait tout ça pour le sport, pour l'équipe et tout». Mais quand t'es une jeune fille de 20, 22 ans, que t'as des médailles juste devant toi, avec des modèles un peu comme t'as pu avoir avec Virginie et tout, c'est suffisant ça comme motivation pour se lever tous les matins à 6 du matin, enfin à 6 du mat, et aller dans une eau qui est froide, passer des heures, des fois à t'engueuler, à souffrir, à te blesser et tout, c'est suffisant ça comme source de motivation? Enfin, la question peut-être un petit peu plus globale, c'est où est-ce que comment est-ce que tu as trouvé la force pour faire tout ça, quoi? Moi, j'aurais jamais tenu, quoi. C'est fou. Ben, c'est vrai que je me le demande encore en fait, et OK. ouais vraiment, mais mais moi j'avais les jeux dans la tête quoi. J'avais les jeux, c'était que ça en fait, c'était Ouais, que ça. Et je savais qu'il y en allait avoir que deux qui allaient aller au jeu et je voulais faire partie de ces deux. ouais, et tu Et, as réussi. et j'ai réussi. Et j'ai réussi. Et pourtant, ce que je dis beaucoup, c'est que je pense que j'avais pas énormément de talent de base. Ouais. J'étais douée, hein, mais j'étais beaucoup moins talentueuse que certaines autres Mmh. filles. Et c'est juste que j'avais les crocs, quoi. J'étais déterminée. Je pense avoir eu beaucoup de capacité de volonté et ouais, j'avais une grosse force mentale en tout cas pour m'entraîner. Ouais, tu une battante. Ouais, Tu une battante. ouais, OK. je savais ce que je voulais et franchement, j'ai jamais rien lâché. J'ai été blessée très fort en 2009, donc j'avais 17 ans. Pendant un Ouais, an, j'étais hors des bassins. ouais. J'étais hors des bassins parce que j'ai eu une hernie discale en fait.
Donc OK. à 17 ans, normalement, ça vient quand même bien plus tard que ça. Ouais, c'est assez exceptionnel pour, Ouais, ouais. pour l'âge. Et en fait, ben, j'étais déjà à 17 ans, je commençais déjà à me dire, est-ce que tu vas vraiment monter à l'INSEP? Parce que c'est tellement dur, quoi. Est-ce que t'en as pas marre d'être dans l'eau? Est-ce que t'en as pas marre de te faire gueuler dessus tout le temps par les entraîneurs? Et je me suis Ouais. posé cette question, et là, je me suis blessée. Après mes premiers championnats du monde, je me suis blessée. Et donc pendant un an, j'ai pas vu les bassins. Et je me suis dit, bah si, en fait, tu vas le faire. Tu veux aussi te prouver que tu peux le faire, et tu vas aussi te prouver que t'es une battante, et tu veux aussi le prouver au monde entier. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, je fonctionnais beaucoup avec le regard de l'autre. Et en même temps, mon sport, Mmh. il marchait aussi comme ça, hein. C'était du jugement extérieur, donc j'ai beaucoup marché avec le regard de l'autre, et j'avais envie d'impressionner en fait beaucoup de monde. Et j'ai repris l'entraînement après un an d'arrêt. Je me suis entraînée toute seule tout l'été à 17 ans. Mmh. Je quémandais mon entraîneur pour qu'elle m'envoie des programmes et tout ça. Je faisais mes grands écarts. Enfin, j'ai vraiment, mais je pense que j'avais déjà une grande maturité. Et je me suis entraînée toute seule. J'arrivais au mois de septembre, bah j'étais redevenue une des meilleures de l'équipe. Et Ouais. puis je me qualifie en équipe de France junior peu de temps après. Et je participe au championnat du monde, et l'année d'après, je suis prise en équipe de France senior, quoi. Ouais. Ouais, donc et tout ça vraiment grâce à ton courage et à ton abnégation, quoi. Ouais, Mais j'ai l'impression que c'est pas un sport qui laisse place, qui laisse place, pour les filles ou les athlètes qui ont pas de volonté, en fait. Moi, j'ai l'impression ouais, que il y a un peu, des fois, il y a sur certains sports, t'as peu de barrières à l'entrée, et puis sur d'autres, t'as une barrière à l'entrée peut-être qui est invisible, mm. mais qui est tellement énorme, et c'est la quantité de travail à fournir qu'il y en a très très peu qui sont capables de ça, et c'est waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment 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 impressionnant. Chapeau en tout cas. Chapeau en tout cas, parce que t'as touché ton rêve, et Ouais. peut-être par rapport à ça, comment, si on revient du coup effectivement à cette période où tu découvres l'univers pro, t'arrives à l'INSEP et tout, euh, tu t'es rencontré assez rapidement, il me semble, avec Margot du coup, Ouais. euh, et c'était votre rêve à toutes les deux, et vous avez toujours préparé que ça à deux, ou il y avait, je sais pas comment dire, mais ça, quand on vous entend parler, on a l'impression que c'était facile, que vous êtes rencontrés, que enfin, que tout de suite ça a été, il y a eu une bonne entente entre vous et tout, mais euh, comment ça s'est passé tout concrètement? Alors, bah déjà avec Margot, on se connaît en fait depuis 2004, donc on avait 12 ans. On a fait notre première, nos premiers, enfin, sélection France, un peu des regroupements des meilleures nageuses françaises. On avait 12 ans, donc on s'est Ouais, rencontrés là, et en fait on a été amis très vite. Avec Margot, ok. on est très 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 différentes, et en fait ça a été aussi notre force. Et en fait on était Mm. très amis aussi, et on va dire que donc c'était un peu notre rêve, mais un rêve qui paraissait quand même inatteignable, jusqu'au moment où en 2013 on nous a dit bon bah allez, on va vous mettre en duo ensemble. Euh, Ouais. C'était tellement gros en fait qu'on on s'imaginait pas pouvoir faire ça ensemble, quoi. Donc Ouais. on était très amis, et à partir du moment où on s'est mis à devoir bosser ensemble tout le temps, donc en duo, on a eu beaucoup de problèmes au début parce que on avait du mal à dissocier l'affect du professionnalisme, en fait. Donc, Ouais. c'est-à-dire que quand il y avait un problème à l'entraînement, ce qui arrive tout le temps, tous les jours, en fait, et ben on le prenait personnellement. Et en fait, Ouais. pendant 4 ans, on a dû mettre en place des routines, on a dû mettre en place des systèmes pour arriver à bien s'entendre et vraiment à faire la part des choses entre l'entraînement et le perso. Et, Ok. en même temps, le fait qu'on soit très amis, ça nous a permis de vivre des choses incroyables. Ça nous a Mhm. amené une petite étincelle, en fait, pendant les compètes ou pendant les moments difficiles. Mm. C'était incroyable d'avoir cette fille qui te tient la main et qui te dit, enfin, même sans rien dire, en fait, c'était comme ça qu'on fonctionnait quand il y en avait une qui lâchait, enfin, qui avait envie de lâcher. Euh, on n'avait pas besoin de la parole de l'autre, juste on se touchait, on s'attrapait le bras comme ça, et on se faisait passer de l'énergie comme ça. Et je me dis peut-être qu'avec une autre fille, j'aurais jamais réussi
à ressentir tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu vivre avec Ouais. Margot, quoi. Ok. Waouh, ça a l'air hyper fort. Et tu t'as mentionné que vous aviez eu des petits soucis au début et que Ouais. vous les aviez résolus en mettant en place des routines et des outils. Est-ce que tu peux en partager quelques-uns? Je sais pas, c'est de la communication non violente, c'est Ouais. apprendre à se dire les choses quand ça va mal, c'est je sais pas justement des petits gestes un peu de confiance comme vous toucher ou prendre la main ou le bras. C'est Ouais. En fait, on a mis au fur et à mesure avec mon entraîneur, avec Julie. On avait des règles en fait un peu entre nous trois qu'on a dû mettre en place. Voilà, le premier exemple c'est ça, c'est que quand on avait une qui s'énervait à l'entraînement, qui perdait patience, si l'autre l'encourageait verbalement, ça énervait encore plus. C'est-à-dire que si je m'énervais parce que j'arrivais pas à faire un mouvement et que Margot me disait allez Laura, eh ben ça m'énervait encore plus. Donc, mais par contre il fallait sortir de cette boucle de l'énervement pour arriver à voilà. Donc en fait soit Julie voyait bien que ça allait pas, du coup Julie faisait une pause, et là juste Margot m'attrapait le bras. C'était souvent ça, c'était souvent le contact physique sans non verbal. Et après, bah oui, on avait des problèmes de communication des fois, on a dû mettre en place des trucs, des trucs de vraiment très très bêtes, mais c'est moi qui décide. Il y en avait une qui était responsable du placement dans le bassin pendant la compète, l'autre qui était responsable de de répéter ce que l'entraîneur disait, enfin l'autre qui était responsable d'appuyer sur la vidéo, parce que si c'était l'autre qui appuyait sur les pauses de la vidéo, bah ça fonctionnait moins bien. Enfin, ok, ouais, tu des crées trucs. des automatismes en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà. Waouh, c'est hyper intéressant en tout cas. C'est hyper intéressant et je pense que bah, là ça m'inspire particulièrement parce que bah c'est dans un autre domaine en plus, c'est dans le domaine professionnel, tu vois, c'est comment est-ce que tu avec des gens avec qui tu travailles et avec qui tu es amené à vraiment à monter une équipe, monter un projet par exemple, bah comment est-ce que tu fais? Et effectivement, je pense que apprendre à se dire les choses et voir les boucles un peu les spirales négatives Mm, mm. Ouais, et les contrecarrer avec des automatismes, c'est un super outil quoi. ouais, C'est ça un c'est clair. super outil. Ouais. Et vous aviez, vous étiez super amis et tu penses que c'était un peu le début qui a été un peu compliqué. C'était pas aussi peut-être dû à une certaine pression parce que du coup, en gros, si je comprends bien, 3 ans avant les Jeux, on vous dit que ça va être vous deux. On dit que toutes les deux, vous allez bosser pour et que vous avez été sélectionné entre, enfin, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais que vous êtes sélectionné pour représenter la France ou en tout cas représenter un espoir de qualification. J'imagine que ça a dû jouer aussi parce que vous étiez quand même encore assez jeune, quoi. Ouais, en fait, notre sélection dans le duo, elle était remise en cause chaque année. D'accord. Donc Ouais. on savait pas vraiment, mais c'est-à-dire que fin 2012, quand la paire Sarah Labrousse, Chloé Willem a arrêté des JO de Londres, on nous a proposé, en fait, nous deux, enfin on nous a dit que c'était nous, et c'était pour les premiers championnats du monde en 2013. Et donc Ouais. non, c'était pas vraiment une pression, moi c'était vraiment une grosse excitation, et je pense pas que la pression elle ait joué entre nous, en tout cas enfin cette Ouais. pression-là. On avait toutes les deux envie de réussir. Moi, j'ai eu pas mal de pression après parce que Margot était meilleure que moi, mais Ouais. du coup, j'ai eu pas mal de pression de me faire prendre ma place en fait. De Ok. Donc ça a été Ouais. c'était difficile à Ouais. gérer, mais voilà. Ouais. La fédération avait ce droit-là de pouvoir casser un duo si elle le souhaitait Ah oui, et complètement, complètement. c'est tellement dur ça. Tu vois, franchement, j'en ai des souvenirs de, il y a un an, quasiment jour pour jour. Je faisais un de mes tout premiers épisodes avec Jérémy Azou, qui est champion olympique en aviron à deux, et il me racontait ces histoires de fédérations qui séparent des duos, et qu'il avait Ouais. séparé de son partenaire avec qui il s'était entraîné pendant presque 10 ans, quoi. Mm. Et, et au final, je trouve ça tellement dur, ces systèmes-là, et notamment pour des sports d'équipe, et encore plus à deux, quoi. Encore quand t'es 11 sur un terrain et que t'en changes un ou deux, bon, bah, à la limite, on va dire, le squelette existe encore, mais tu vois, quand c'est un duo, c'est tellement dur. Franchement, c'est tellement dur. Ouais, j'avoue. Mais après, c'est le sport, hein. Si l'autre était meilleur, bah voilà, hein, c'était comme ça, hein. Mais Ouais, mais peut-être que l'équipe, au final, n'est pas meilleure, voilà, tu vois. c'est ça, c'est clair.
C'est aussi ça qui est dur à trouver. Puis même t'as le duo, puis le trio avec l'entraîneur, et puis Ouais. avec le reste du staff et tout. Donc c'est waouh. Je trouve ça. Enfin, je suis assez bluffé hein, quand même à chaque fois. Mais Mm. et et comment est-ce que vu que tu te disais ouais ton rêve d'enfant c'était vraiment les jeux, ton objectif de vie c'était les jeux et que c'est ça qui t'a permis de t'accrocher et que c'était ça ton souhait le plus intime. Mhm. Est-ce que je veux dire le jour où t'apprends ta qualif pour les jeux, est-ce que tout est joué en fait? Est-ce que finalement tu te dis pas avant l'heure c'est bon quoi, j'ai réussi et puis maintenant tout va bien, tu vois? Ou est-ce que au contraire la pression elle redouble parce que tu te dis je sais pas, maintenant j'y suis, il faut pas que je déçoive. Qu'est-ce qui se passe du coup quand vous apprenez votre qualif et comment ça s'est passé, on va dire cette année ou ce semestre entre la qualif et les Jeux Olympiques de Rio? C'était incroyable. J'ai, en fait, nous, on avait une qualif déjà interne, donc c'est-à-dire faire Ok, partie des 2 meilleurs. Donc c'était ça qui était ouais, le plus difficile, en fait. bien Et sûr. après, une fois qu'il y avait ça, il y avait la qualif internationale, donc le duo se présentait de manière internationale, sachant que en duo, c'était quand même assez facile de se qualifier parce que on était largement dans les 10 meilleurs et qu'il y avait 24 duos qui se qualifiaient. Ce qui n'est pas du tout le Ouais. cas en équipe, et c'est pour ça que les équipières ne se qualifient, enfin, que c'est très difficile de se qualifier en équipe. Et Mhm. donc c'était ça. Et le jour où je me rappelle très bien du jour où c'était en 2015, décembre 2015, du coup, la sélection du duo olympique, on était trois à faire la sélection. C'est vrai qu'avec Margot, on avait une longueur d'avance parce que ça faisait déjà 3 ans qu'on était sélectionnés à chaque fois. Mais là, Bien je me sûr. rappelle que j'ai perdu mes moyens. Je me rappelle avoir fondu en larmes avant de faire la compète. Je me rappelle avoir Wow. eu les jambes qui tremblaient et j'ai appelé ma mère, quoi. J'ai appelé mes parents. J'ai dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe si je rate, quoi? Comment je vais faire, en fait? C'est toute ma vie. Bien sûr que j'ai beaucoup plus de chances de réussir que de rater, mais qu'est-ce qui se passe si je rate? Enfin, et je suis encore émue d'en parler, quoi. Et je pleurais et tout. Et Ouais. bon, finalement, ça va, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai réussi. Et là, énorme, quoi. Il y avait ma famille qui était là et tout. J'ai beaucoup pleuré d'émotion. Et après, les mois qui suivent, c'est que du bonheur, en fait. Je me rappelle que je pense pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à être vraiment dans le moment présent. Pendant tous les mois qui ont suivi, je me projetais jamais. C'est-à-dire que je profitais de chaque moment, même quand c'était dur à l'entraînement et tout. J'arrivais à kiffer chaque moment. C'est-à-dire que je me rappelle encore de moments où j'avais les poids, où c'était dur, où j'étais avec Margot dans l'eau et tout. Et je me disais, mais, mais c'est génial. Enfin, profite. Et je me dis, Mm. tu vas aller au jeu, quoi. C'est bon, tu vas au jeu, en fait. Et je me rappelle arriver vraiment à pas me projeter, alors que pendant 20 ans c'est juste oh j'ai hâte que l'entraînement se termine, il est quelle heure? 15 heures, putain encore 3 heures d'entraînement, nanana. Là non, c'était Mm. chaque moment était fait pour me faire progresser et me faire arriver en apothéose de ma carrière au jeu. Et, Ouais. voilà. Par contre, dans ces mois-ci, j'avais peur de la blessure. Je me disais Ouais. et en même temps je me disais même si je me pète le fémur, je nage, quoi. Là, c'est bon, quoi. D'ailleurs, j'ai eu une déchirure au quadriceps 1 mois avant de nager au jeu. J'avais les épaules Wow. défoncées, j'avais des tendinites, des bursies dans tous les sens, une souffrance physique vraiment. Mais bon, c'est comme si je sentais pas trop, quoi. Je m'en Ouais. foutais, en fait. Ouais. Ok. Et c'est peut-être une question un peu bête, mais à ce moment-là, toi, effectivement, où t'as tout misé, on va dire, pour ces jeux, et est-ce que est-ce que tu penses un peu peut-être aux autres, aux gens que tu laisses à côté de toi, tu vois, parce que vous aviez l'air quand même de passer en équipe de France beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Donc au final, que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas, tu te connais quand même, tu vois, tu étais amené à te côtoyer, tu vois. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est pas quelque chose de dur, tu vois, de vivre, tu vois, j'ai vraiment l'impression quand on parle que c'était le plus beau moment de ta vie, tu Mm. dis que tu vivais le moment présent, que c'était de la joie, beaucoup d'émotions.
ça fait pas bizarre d'être avec justement des gens qui vivent tout l'inverse, tu vois, et Si, qui passent à côté de quelque chose, quoi. Ouais. si. Moi, c'est vrai que mes coéquipières, j'avais beaucoup d'empathie pour elles parce que, ouais, elles s'étaient battues pour ça. Et, euh, et ouais, non, si, c'était difficile. J'ai souvenir du dernier gala qu'on avait fait avant de partir à Rio, où il y avait encore toute Ouais. l'équipe qui était là. Et je pense très fort à Marianne Quin, qui est la capitaine de l'équipe, et avec qui on a le même âge et on a tout vécu ensemble en fait. Et Ouais. elle après Rio, elle a continué, Mmh. et pour Tokyo. Et, et là, pour le coup, là, elle est au bout du rouleau parce que avec le corona, il faut qu'elle s'entraîne encore un an de plus, quoi, bichette. Et Ouais. non, mais ouais, c'est vrai que ça a été, c'était émouvant, c'était très émouvant ce passage parce que moi et même à Rio, je sais pas si t'as pu voir le ballet, mais dans l'équipe technique, en fait, euh, dans le ballet, dans la dernière figure de notre duo technique, c'est les filles de l'équipe qui chantent dans Ouais. le montage musical. Et en fait, OK. OK. c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'entendais leur voix, j'avais des frissons, alors Ouais. que je l'entendais tous les jours tous les entraînements. Et c'était elle qui chantait, tu vois, le musicien, il avait enregistré leur voix et il les avait mises sur la musique et c'était leur voix à elle pour qu'elle Non, nous c'est dingue. accompagne un peu à Rio, en fait. Et, Génial. et moi, enfin voilà, à chaque fois que j'entendais ça, j'avais des frissons. Et quand je l'ai entendu à Rio, quand je nageais dans l'arène olympique là, et que j'ai entendu les voix de mes copines, je me rappelle pendant la dernière figure avoir eu, ouh, j'ai l'émotion qui monte, avoir eu une pensée pour elle, quoi. Avoir Ouais. une pensée pour ces filles qui s'entraînaient dur et qui n'ont pas pu avoir la récompense, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est bon, après ça fait partie du sport, Ah oui, c'est c'est ça. la règle, c'est comme ça, il y a des élus, il y a des chanceux, il y a des gagnants Mm. et ceux qui ont un peu moins de chance. Donc effectivement, ça va être hyper compliqué, tu vois. Encore, tu vois, dans les sports individuels ou quoi, je peux comprendre et tout, mais tu vois, quand t'es un coup ensemble, un coup pas ensemble et tout, j'imagine que émotionnellement, ça doit vraiment pas être évident. Donc ouais, petite pensée pour elle et, et, et quid un peu du coup des jeux. Vous faites finale du coup là-bas, donc vous êtes Ouais, dans les huit. on Vous êtes dans fait, les 8 meilleurs, c'est ça? Il y en a 8, 10, je c'est sais ça. plus. Alors dans une finale de synchro, c'est 12. Et 12, ok. ouais. Et en fait, nous, notre objectif, c'était d'être huitième, parce qu'on Ouais, savait que les Canadiennes septième, c'était intouchable. Et par contre, entre 8 et 12, on était vraiment dans un mouchoir de poche. Et, ok. et donc voilà, donc on fait les éliminatoires, on est huitième, donc très ému, tout ça. On fait l'épreuve technique, on est neuvième. Ouais, Et mais vraiment coude à coude avec les Américaines, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, on avait deux dixièmes. ouais, Et, et en fait, donc elles avaient 2 dixièmes d'avance sur l'épreuve technique. Et sachant que l'épreuve technique comptait en fait pour la note finale. Et donc elles nageaient juste avant nous en finale. La finale olympique, elles nageaient juste avant nous. Et, euh, et en fait, elles ont eu 87,5, ce qui était 87,5, ce qui était un point de plus que ce qu'elles avaient eu aux éliminatoires. Et ouais, nous, on y va, quoi. Je me rappelle, je me rappelle toute la journée. On avait les dents qui rayaient le plancher. On disait mais on veut cette huitième place, quoi. Ça peut pas être autrement, en fait. Ça ne peut pas être ouais. autrement, quoi. Et on a sorti le ballet de notre vie. Je me rappelle, ouais, mais vraiment, j'avais les tripes dans l'eau, quoi. Je nageais avec mon cœur, avec mes tripes, avec ma tête très fort pour penser à tout. Et quand ça s'est fini, on a attendu les notes et là, on voit 87,9. Donc on voit que ça suffisait Ok. pour compenser le handicap qu'on avait sur le Biotech. Donc on fait huitième. Et là, franchement, pour moi, c'est comme si j'avais été championne olympique, quoi. C'était dingue. je Ouais, plus beau moment de ma vie, quoi. Puis il y avait ma famille ouais. qui était là et tout, donc c'était incroyable. C'est fou. Et puis le bassin avait l'air hyper grand. Alors Ouais. après, j'ai pas regardé toutes les autres compètes que t'as fait, mais ça avait l'air impressionnant, quoi, devant autant de public et. C'était pas la compétition la plus impressionnante que j'ai fait au niveau des gradins et tout ça. Mais bon, c'est vrai que quand tu nages et que tu vois les anneaux olympiques en fond comme ça ça fait quelque chose. Moi, je me rappelle le premier entraînement que j'ai fait dans la piscine où j'ai vu les anneaux, j'ai fait waouh, j'y suis, oh putain, j'y suis.
Et ouais, non, je pense que la compète la plus impressionnante pour moi, c'était Shanghai, mes premiers championnats du monde en 2011, mes premiers championnats du monde senior. La piscine, Ok. c'était waouh, c'était incroyable. C'était peut-être parce que c'était mes premiers, mais Ouais. ouais, non, pour moi, c'était cette compète-là la plus impressionnante au niveau des gradins et tout. Ok. 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 Et, qu'est-ce qui se passe après après, tu vois, avoir vécu des émotions aussi fortes, tu vois. Alors bon, ma question, elle se prolonge même après l'arrêt de la carrière, tu vois, et à quel point ça doit être un petit peu, c'est difficile, mais comment est-ce que j'ai eu l'impression que tu vois après ces jeux, vous avez eu peut-être toi un peu plus que Margot, plusieurs pépins physiques et que ça a été assez, que ça a été dur après, après les jeux. Mhm. Euh, et tu vois, comment est-ce qu'on se relance et comment est-ce qu'on retrouve la motivation une fois qu'on a vu, qu'on a touché son rêve et qu'on l'a pris entre les mains, quoi. Quand t'as vécu des émotions aussi fortes, comment est-ce que tu peux du coup te relancer? Ben, c'est très difficile. C'est vrai que après les Jeux, moi, 2017, ça a été l'année la plus difficile de ma vie. Enfin, Mhm. ça a été très très difficile et ouais, alors moi j'ai décidé de nager mais vraiment cool en fait pour les championnats du monde de 2017 de Budapest. J'avais décidé de continuer pour faire un arrêt de carrière en douceur en fait, D'accord. lentement. Donc j'ai nagé le combiné. Donc tu l'avais prévu, quoi. J'avais prévu, T'avais prévu. ouais. Et après j'ai Mhm. arrêté. Et là, ben j'ai fait beaucoup de choses. Donc j'ai recommencé à travailler. J'ai en tant que kiné parce que j'ai eu mon diplôme aussi en 2017. Ouais. J'ai je suis partie faire un tour d'Amérique du Sud toute seule en sac à dos pendant 6 mois. J'essaie de compenser un peu émotionnellement, mais c'est vrai que j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas rien trouvé qui me nourrissait autant que ces émotions-là, et ça m'a manqué. Et c'est pour ça Ouais. en novembre 2018, j'ai décidé de reprendre pour les Jeux Olympiques de 2020. Ok. Attends, donc tu reprends parce que t'es en état de manque, en gros, si je comprends bien. Franchement, ouais, j'ai essayé de me le cacher à un moment. Mais je pense que j'avais besoin. En fait, j'ai pas réussi. Mon problème, c'est que sans la synchro, j'avais l'impression de pas exister. Ouais. Sans le regard du haut niveau, tout ça, j'avais l'impression d'être personne, de pas exister. Et du coup, j'ai été très malheureuse. J'ai fait une dépression en 2017. Ça a été très compliqué. Et et en fait, j'ai pas trouvé comment m'aimer sans le regard des autres. Et du coup, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs, mais j'ai finalement décidé de reprendre pour les Jeux de Tokyo parce Mhm. qu'ils avaient augmenté les quotas en équipe, donc je me suis dit que j'avais envie de vivre ça. Et avec du recul, je pense vraiment que c'est ça qui m'a fait reprendre. Ok. Sauf que j'avais pris 12 kilos, donc il a fallu que je perde Ok. mes 12 kilos, et ça a été une année extrêmement difficile psychologiquement. Du Ouais. coup, le corps a pas suivi. Enfin, je me suis blessée de partout. Ça a été très dur. J'étais dans un état psychologique vraiment catastrophique l'année dernière. Ça a été très très difficile. Et Et t'as pas le ouais, plaisir quand même de reprendre un petit peu ou c'était tu vas encore te dire bon bah en fait tu reviens mais t'es pas au niveau, du coup tu te sens toujours pas considéré parce que t'es pas au niveau que t'as connu, c'est ben t'as pas le plaisir de. j'ai quand même retrouvé mon niveau en fait assez vite. J'ai même été meilleure qu'avant. Mais Ok. donc ça a été bon pour pour mon ego et tout ça. Mais je me suis rendu compte que en fait, c'était pas ça. Ce dont j'avais besoin, c'était d'exister par moi-même et par autre chose que mon sport, quoi. Ouais. J'étais pas heureuse en fait. J'étais plus heureuse. J'avais trop mal. J'étais plus heureuse à faire toutes ces heures dans l'eau. Ça me convenait plus. Et Mm. et voilà. Et c'est un peu tout le travail que je fais depuis mon arrêt l'année dernière. Et enfin, enfin, je commence à comprendre que je peux exister sans le sport, quoi, qu'il y a plein d'autres choses magnifiques dans la vie qui font que je suis quelqu'un, que je suis pas juste Laura Auger qui fait de la synchro, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Mais écoute,
Déjà, je voulais te féliciter parce que t'es la première personne qui ose avouer à l'antenne, tu vois, la difficulté de l'après-carrière Mmh. et le manque que ça produit dans et l'énorme fossé que ça crée dans une vie et le manque aussi un peu d'émotion. T'as Ouais, vécu des choses tellement fortes et que du coup, c'est hyper dur de retrouver ces sensations fortes et en même temps, effectivement, le sentiment d'existence. Moi, je trouve que en tout cas, t'as poussé la réflexion super loin. Donc, déjà, je voulais te féliciter, ouais, par rapport à ça, parce que t'as réussi à mettre des mots, en tout cas, sur quelque chose, à mettre le doigt sur quelque chose d'hyper précis en toi, et c'est pas donné à tous, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, alors je vais pas rentrer dans le portrait psychologique de tous les athlètes que j'interviewe, c'est pas le but du tout, mais des fois, j'ai l'impression que certains, tu vois, se le cachent un peu, tu vois, ou n'osent pas ouais, se l'avouer et osent pas rentrer dans cette réflexion-là parce que elle va faire remonter des choses qui sont très douloureuses. Euh, donc, waouh. En tout cas, voilà, je voulais vraiment te féliciter par rapport à ça, quoi. bah, merci. C'est vrai que je me suis cachée. Si j'ai repris, c'est parce que je me le suis cachée, je pense aussi, hein. Mais, Ouais. mais voilà, maintenant, avec tout ce qui s'est passé l'an dernier, ça m'a mis le nez dans le caca un peu. Ok. Et comment est-ce vu que maintenant ça a l'air d'aller beaucoup mieux, puis c'est quand tu m'en as parlé, quand on a échangé un petit peu au téléphone pour préparer cette interview, tu me disais que voilà, t'étais vraiment dans une phase de réflexion encore et que que t'es en train de vraiment tourner la page et de te reconstruire. Comment qu'est-ce que t'as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que t'as changé un peu? Et vers quoi tu te diriges du coup vers la suite? Euh, bon, bah, déjà, j'ai quand même fait beaucoup de séances de psy, hein, qui m'ont aidé à me retrouver, me recentrer sur moi, en fait. Parce que, Mmh, ouais, essayer d'arrêter de vivre dans le regard de l'autre, essayer d'arrêter d'exister pour l'autre, en fait, et juste mmh. pour moi. Et c'est là, là, je me sens hyper apaisée. J'ai fait beaucoup de méditation. J'ai fait beaucoup, enfin voilà, d'essayer de m'apaiser en fait. Et euh, et euh, et le fait aussi que l'année dernière, ça m'ait autant poussé à bout. Peut-être que j'avais besoin de ça en fait pour me rendre compte que ça y est, c'est fini en fait. Ça y est, c'est fini. Mmh. Ça, c'est bon. J'ai fait le tour de la question quoi. Ça y est. Ouais, Maintenant, j'ai envie de me servir de tout ce que j'ai appris dans ce sport et tout pour m'exprimer artistiquement, pour m'exprimer, pour faire de la synchro, pour danser dans l'eau, pour danser même hors de l'eau, je me suis mise au théâtre et j'adore ça. Ça me permet de m'exprimer, euh, d'avoir une expression corporelle hyper intéressante. ouais, Je suis kiné, mais après je sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Pour l'instant c'est mon métier. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec les sportifs. ouais, Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le monde du théâtre. Et voilà. Bah, après, aussi m'implanter dans une nouvelle ville parce que j'ai vécu 10 ans à Paris. C'est là-bas où j'avais toutes mes racines, tous mes amis. Et aussi ouais, accepter que d'avoir des nouveaux amis en dehors du monde sportif, parce ouais, qu'au final, enfin, c'est une bulle quand même. ouais, Et c'est ça. puis, Puis tu parles que de ça. ouais, Tu c'est ça. quand t'es avec des sportifs de haut niveau, généralement, c'est toutes tes conversations, enfin, ouais. Je vois très Ouais, bien, ouais. Tu reviens au monde civil. c'est ça. Ouais. Donc voilà, ouais, non, beaucoup de calme et je me sens, en fait, je me sens apaisée avec le fait que ma carrière est derrière moi. Ouais, Et je me sens apaisée d'avoir reconnu bah, tout ce que j'avais fait, tout le courage que j'avais eu, euh, et que c'est pas mon sport qui caractérise ma personne en fait. Je ouais, suis tout plein d'autres choses et que je le découvre tous les jours en fait maintenant. ouais, exactement. Ouais, tu laisses place effectivement à l'enfant intérieur, peut-être de s'exprimer un peu plus Ouais. et de moins écouter, je sais pas, les entraîneurs, les coéquipiers, Mm. tout, la fédé et tout. Donc, waouh. Et il y a, il y avait peut-être juste un peu pour clore le sujet, il y avait quand même un point enfin, une question que je me suis posée à un moment, c'était, tu vois, alors, je me permets aucun jugement, du tout, mais c'est vraiment,
tu vois, vu que c'est un sport qui est peu médiatique Mmh. et que peut-être aussi, bon alors, il y avait déjà les réseaux sociaux en 2016 et tout, c'était même, ça commençait vraiment à arriver très fort et tout. Et et t'as beaucoup parlé du regard de l'autre, de ta place de la place du regard extérieur sur toi. Est-ce que tu penses que c'est dû au sport, tu vois, justement? Est-ce que c'est le fait que vous soyez jugé en permanence, que le moindre, je sais pas, battement de sourcil soit étudié par les juges, par les gens qui vous entourent et tout? Est-ce que c'est ça qui pense que ça a été dur pour toi d'exister sans un regard, tu vois? Parce que tu Mmh. vois, si je reformule un peu, tu vois, encore une fois, j'aimais pas de jugement, mais tu vois, un footballeur qui passe tous les dimanches soirs à la télé sur Canal+ et qui joue devant tout le monde, qui marque des buts qu'on voit à la télé, qui fait des pubs et tout. Bon, bah, tu vois, s'il me dit qu'il est accro à ça, je veux bien le croire, tu vois, j'accepte et je me permettrai jamais de juger. Mais du coup, tu vois, je me pose la question sur toi, c'est vu que c'était vraiment, voilà, tu voulais exister dans le regard de l'autre, tu vois, est-ce que c'est dû vraiment à ce sport-là? Est-ce que c'est le fait que, bah, je sais pas, c'est le sport de haut niveau, c'est l'INSEP, c'est le fait d'être entouré de plein de sportifs, tu vois, c'est d'où ça vient finalement? Heu, Je sais pas si c'est tu vrai la qu'en fait, réponse, c'est c'est un peu vraiment une compliqué. réflexion que j'essaie d'avoir en ce moment parce que j'ai pas vraiment la réponse. Mais, là, en ce moment, au point où j'en suis, je pense que pour réussir, en fait, dans mon sport, j'avais besoin justement du regard de l'autre. J'avais besoin qu'on dise qu'on apprécie ce que je faisais, en fait, et qu'on apprécie ma Ouais, force, mentale, ma force physique. Et j'étais pas contre un chrono, en fait, j'étais contre enfin contre. J'étais, en face d'un vie en face humain, de en fait, en face de ouais. l'humain. Donc oui, peut-être que ça vient de là. C'est vrai que peut-être ça vient de là. Après, est-ce que j'ai fait ce sport pour avoir ça? Je sais pas. Je sais pas, de la poule ou de l'œuf, Ouais. voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que je pense que ça joue. C'est vrai que peut-être l'envie de faire les jeux, c'est parce que c'était peut-être le seul moyen d'avoir une reconnaissance réelle, en fait, avec tous les efforts qu'on donne, en fait. Peut-être que les jeux, c'était le seul moyen d'avoir une reconnaissance, en fait, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas Peut-être, de médaille. ouais. Ouais. OK. Bah, après, ça représente tellement de choses les jeux pour un Ouais, non, c'est sportif, clair. même un sportif du dimanche, tu vois? Même un sportif du dimanche, et tu vois, j'en parlais avec, moi j'en avais parlé un petit peu avec, Vincent Defrane, tu vois? Et lui qui est champion olympique, en biathlon. Donc, tu vois, c'était avant Martin Fourcade et tout, donc qui est quand même, rendu le sport un peu plus sexy, un petit peu plus médiatique. Ouais, Et il me disait que ça changeait tout en fait dans une conversation, que quand il disait qu'il était champion olympique, ça changeait ouais. tout au regard des gens. Les gens lui parlaient plus de la même façon. Et du coup, quand il se présentait, il disait même plus il le disait même plus quoi. Il le cachait presque. Bah, moi, c'est pareil, Donc, ouais, c'est vrai que donc, maintenant, je le dis pas de prime abord, quoi. J'attends un peu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où, bah, forcément, on creuse un peu et que je finis par dire, ouais, j'ai fait les Jeux Olympiques, bah, ça a rien à voir par rapport au fait de dire, j'ai été en équipe de France pendant 10 ans. ouais, ouais. Voilà. C'est, C'est fou, ouais, c'est dingue, tu vois. Alors que tout le travail est pas forcément, bah ouais, c'est clair. donc, ça, c'est assez marrant. Ok. Bon, écoute, merci. On aura vraiment fait le sujet de long en large et tout, donc, merci infiniment de nous avoir confié tout ça. Et puis le temps file et j'imagine que ton agenda doit être bien rempli, comme tu l'as dit. Mais juste avant un peu de passer aux questions de la fin, tu m'as dit par téléphone que tu avais participé dans un film très connu en plus en France, qui était Le Grand Bain, réalisé par Guillaume Canet, et il y a Philippe Catherine aussi qui est acteur, et d'autres d'ailleurs dont j'ai oublié les noms. Réalisé par Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, pardon, oui c'est Gilles Et ouais, il Lelouch, y a ouais. Guillaume Et Canet mais par contre dedans. Guillaume Canet joue. Ouais. Ouais. Guillaume Canet, Philippe Catherine, Mathieu Amalric, Félix Moati, de grands acteurs, Alban Ivanov. Ok. Ouais, en fait, ils se sont rapprochés de Julie Fabre pour entraîner les acteurs. Donc, j'ai participé
l'entraînement des acteurs Ok, pendant un an. Ils venaient, on les entraînait, tout ça, on leur apprenait la chorégraphie qu'on avait montée nous-mêmes. Donc la chorégraphie ok, qui est dans le film, c'est l'équipe de France qui l'a montée. Et puis après, génial. j'ai fait doublure aussi dans ce film-là parce que j'ai fait les jambes d'un des mecs. Finalement, ça se voit pas trop. Et ouais, Ok, c'est une super expérience. ouais. Tu peux nous raconter un petit peu, du coup, de ton point de vue, bah, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que est-ce que ça t'a donné envie de toi de devenir comédienne? J'ai l'impression, en plus, si tu fais Ouais. du théâtre, t'as dû te sentir un petit peu dans un poisson, comme un poisson dans l'eau, sans un mauvais jeu de mots. Mais, ouais, non, raconte-nous un petit peu cette expérience, du coup, la doublure. Je sais pas si t'as rencontré un petit peu les acteurs ou. Ah bah oui, on a carrément rencontré les acteurs vu qu'on les a entraînés en fait pendant un an. Et c'était cool. Ouais. C'est un monde qu'on connaît pas du tout. Après, je dis pas que je sais pas si c'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre, d'être comédienne et tout, parce que c'était il y a 3 ans quand même. En 2017, j'en étais pas là dans ma vie, mais Ouais. j'ai adoré discuter avec ces gens-là, quoi. C'est tellement un autre monde. Et en même temps, c'est des gens comme nous, quoi. En fait, c'est des gens Ouais. qui vivent les mêmes choses. Et puis ouais, le tournage et tout. Se rendre compte qu'il y a énormément de temps entre chaque prise. Ouais, c'était assez impressionnant. Ok. Bon, et du coup, est-ce que Philippe Catherine est aussi drôle qu'il l'est dans le Ouais, film? ouais, ouais. C'est vraiment, mais c'est un mec tellement gentil. Enfin, moi, de ce que je l'ai côtoyé, une gentillesse incroyable, bienveillance de fou. Ok, ok, d'accord, ça marche. Mais ouais, et puis ils ont enfin toute cette équipe, en tout cas, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, et puis Philippe Catherine aussi, ça a l'air d'être des gens assez très chouettes et même très inspirants, donc ça devait être génial, Ah quoi. ouais, ouais, c'était vraiment cool. Ok. Et tu sens qu'il y a eu un changement du regard des gens sur ton sport? Parce Avec ce film? que ouais, avec ce film, parce que tu vois, je trouve, alors c'était une manière très particulière de mettre en lumière la natation synchronisée, parce qu'effectivement c'est une équipe d'hommes, il s'avère qu'ils sont tous un peu des bras cassés et qu'ils sont tous plus ou moins en dépression, ou en tout cas en réflexion un peu psychologique et spirituelle, et c'est très drôle, et il y a beaucoup de choses qui sont prises un petit peu en dérision. Donc je pense que ça, effectivement, ça cache tous les côtés un petit peu plus sombres dont on parlait au début de notre conversation. Mais est-ce que t'as senti un avant, un après? Est-ce que tu penses que ça peut Mhm. ouvrir certaines portes pour l'avenir? Alors déjà les hommes commencent à vraiment rentrer dans notre sport. Depuis 2015, ils font partie des championnats. Enfin, ils ont le droit de participer aux championnats du monde, alors qu'avant non. Donc ça c'est D'accord. super. Et euh, Ouais. et non, bah moi je trouvais bien le film. Il m'a beaucoup. J'ai été très très émue parce que justement de voir ces mecs qui sont ouais un peu des losers. Euh, retrouver l'estime de soi, retrouver du bonheur grâce à la Ouais. synchro. J'ai quand même Mmh. retrouvé, enfin la synchro c'est pas que des moments sombres, hein, moi ça a été toute ma Bien vie sûr. et ça m'a apporté énormément de bonheur quoi. Donc Ouais. donc ça m'a énormément ému ce film. Et Ouais. c'est vrai que bah ouais quand je parle de la synchro, les gens ils disent ah mais il y a un film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain, nanana. Ouais donc peut-être que ouais ça peut-être que c'est devenu un peu plus connu on va dire. Un peu Ouais. plus, ouais. Ouais, puis peut-être que ouais, les gens connaissent un petit peu mieux le sport, euh, vont peut-être s'y intéresser aussi de plus en plus. Puis en plus, tu disais qu'il y avait des efforts de la fédération internationale pour que ça soit de plus en plus médiatisé et Ouais. télévisé. Donc peut-être que ça peut aussi amener Mmh. à des ouvertures par rapport à ça. Mais ouais, je te rejoins totalement. Écoute, moi j'ai passé un super moment. Je l'ai re-regardé du coup quand tu m'en as parlé. Je l'ai revu du coup la semaine dernière Ouais. pour me le remettre en mémoire, parce que j'étais allé le voir au cinéma. J'avais passé un excellent moment, et, euh, et ouais, c'était vraiment un super bon film, une belle réussite, je trouve, avec des acteurs très talentueux. Donc c'était un très bon moment. Ouais. Mmh. C'est clair. C'est trop cool. Bah écoute, à la fin de chaque interview, je pose des petites questions un petit peu qui reviennent à tout le monde. C'est un peu des questions de télé, je sais pas, ou des Ouais. euh, euh,
en tout cas qui sont des questions j'ai un peu posées par les auditeurs et du coup je te les ai envoyées. Est-ce que ça te dit de te prêter au jeu maintenant pour terminer cette conversation? Allez, c'est parti. Allez. Ben, la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Pour moi, une bonne journée, c'est quand je rigole beaucoup et quand je fais rire les gens. Euh, Ok. ouais, voilà, j'adore ça. Et aussi quand j'arrive à apprécier chaque instant sans me projeter sur l'heure d'après, sur ce qui va se passer ce soir. Nanana. C'est quand j'arrive à, profi- à, à apprécier chaque instant de ma journée. Ok. Ok, ça marche. Et ok. Et t'avais un gris-gris pour un gris-gris ou un porte-bonheur, une routine pour faire baisser la pression avant une compète? Ça, je pense que si mes coéquipières m'écoutent, elles vont bien se foutre de ma gueule. C'est Vous en fait, verrez. j'avais pas vraiment un gris-gris, mais j'avais tout le temps ma gourde avec enfin avec de l'eau dedans. J'étais stressée si je pouvais pas boire. En fait, ça me rassurait de me dire que j'allais pas mourir déshydratée. Je sais pas, Ok. je faisais que boire et ouais, même en chambre d'appel et tout, il fallait absolument que j'ai de l'eau avec moi, même si c'était juste une toute petite gorgée, il fallait que j'ai toujours la bouche pas sèche, quoi. Ok. Tu sais que les psychologues freudiens s'en donneraient à cœur joie, hein, donc ouais. Mais ok, ok, c'est hyper marrant, hyper marrant. C'est une petite gourde. Elle était comment cette gourde? Elle était transparente, il y a une couleur, des autocollants dessus? Bah, non, pas d'autocollant, mais je l'ai perdu à une compète, du coup, j'ai racheté à peu près la même. Et, Ok, non, c'est une gourde énorme de 1,5 litre. Les ok, entraîneurs l'appelaient la 13e nageuse. Elle était tout ok, le temps là, quoi. Elle était un peu noire, ouais, en transparence. ok, Voilà. ok, ok, génial. Bah écoute, ouais, mais si tu veux, si tu cherches une nouvelle gourde, j'ai un copain qui lance sa marque qui Ok, s'appelle Zest. Elles sont made in France et elles sont magnifiques ok, cool. en inox et tout. Elles sont toutes belles. Donc bref, si tu cherches, j'en ai une bien à te recommander. Ok. Et ouais. Est-ce qu'il y a eu un instant un peu plus décisif dans ta carrière? On en a abordé plein, mais est-ce que est-ce Euh, qu'il y a eu un moment? ben, je pense que c'est mon intégration dans le duo, la première fois que que j'ai été sélectionnée pour nager dans le duo. Ça a vraiment changé ma manière de m'entraîner, mon hygiène de vie, ma manière de comprendre l'importance de l'hygiène de vie surtout, de la Ouais, récupération, tout ça. Ouais, donc en 2013, ben non, même pas, en septembre 2012, quand j'ai compris que j'étais intégrée dans le duo, quoi. ok, ok, ok. Là, c'est le comment dire, une naissance, c'est une renaissance, c'est Mmh, une bah, consécration. pour moi, c'est le début de ma carrière de très haut niveau, on va dire. Ouais, ouais, Voilà. ouais, parce que vous êtes déjà au niveau. Vous J'étais déjà êtes au déjà niveau et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était la recherche de l'excellence. ok, ok, ouais. Et c'est effectivement c'est un métier, Ouais. c'est un vrai métier. Ok. T'avais une idole ou Euh, une sportive qui t'inspirait un peu plus que les autres? Bah, comme je l'ai dit, il y avait Virginie de Dieu quand j'étais toute petite. Et Ouais, mais après, je peux pas dire que c'était ma source d'inspiration parce que pour moi, elle était tellement trop forte qu'en fait, je pouvais pas m'en inspirer. Moi, ouais, c'est marrant parce que j'ai entendu que Laura Marino dans son podcast disait un peu la même chose. Tout le long de ma carrière quand j'étais jeune et tout, j'avais toujours une personne à qui je voulais ressembler. Donc c'est-à-dire que il y avait une fille qui avait plein de qualités, bah je voulais c'était mon inspiration pour aller chercher ces qualités-là. ouais. Voilà, bah, c'est une fille qui s'appelait Maïté Méjean qui était avec moi en club. Bah, je voulais avoir la même hauteur qu'elle. Une fille qui était très souple, je disais bon bah je veux avoir la même souplesse qu'elle. Euh, voilà, Ok. arrivée en équipe de France, j'ai eu beaucoup Sarah Labrousse, celle qui a fait les Jeux de 2012, qui m'a beaucoup inspirée parce Mhm. que par son charisme et sa joie de vivre à l'entraînement. Voilà, c'était plus des filles qui étaient avec moi au quotidien, qui avaient des qualités que je n'avais pas et auxquelles j'aspirais. Mes Ok. inspirations. Ouais. Ouais, qui te tirait vers le haut, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est génial, génial.
Et est-ce que tu as des petits secrets pour mieux récupérer quand on s'entraîne 10 heures par jour? Et qu'on le fait tous les jours, comment est-ce que tu récupères? J'aurais bien aimé en avoir, des secrets magiques. Non, bah, moi, c'était bain froid, horrible. Bain froid, Ah ouais? bah, ouais, c'était ce qui me faisait récupérer le mieux, physiquement. Heu, Mmh. Après, bah, ouais, bien manger, bien dormir. Et moi, j'ai eu des problèmes toute ma vie pour dormir parce que j'étais hyper stressée comme je disais tout à l'heure, j'avais peur de l'entraînement, du lendemain. Du coup, ça a été ma bête noire pendant 20 ans, les insomnies. Et OK, par contre, bah, bien dormir, ça aide, quoi. OK. Ouais, bah, je te confirme. Je te confirme, c'est plutôt bien. Et maintenant, mon petit Le secret pour bien dormir et bien récupérer, c'est, bah, d'être apaisé, quoi, de plus être stressé. Ouais. Ça aide bien. Et t'avais pas essayé, des remèdes, tu sais, comme, de la luminothérapie avec, je crois que c'est une marque, je crois que ça s'appelle Dodo et puis un autre truc, un espèce de bandeau, je crois que ça s'appelle Dream. Tu jamais essayé tous ces trucs-là ou? Ben, à l'époque, on m'en parlait pas trop, en fait. Ouais, On me donnait, on me donnait des trucs pour dormir parce que souvent, quand j'arrivais pas à dormir, bah, c'était dans des périodes un peu stressantes où j'avais mes examens aussi, de kiné. bien sûr. Et en fait, Mmh. c'était plutôt, la solution, directe, quoi, pour sauver le truc et que le lendemain, je sois bonne à l'entraînement, quoi. OK. C'est pas OK, trop sur OK. du long terme, malheureusement. OK. Ouais, je vois ça. Bon, bah, en tout cas, si moi, je sais que je l'ai recommandé à quelques amis et à ma mère notamment, et ça marche plutôt bien, ouais. Ça marche plutôt bien. Les plantes aussi. Enfin, la luminothérapie, les plantes, ouais, exactement. C'est sur le long terme, ça marche bien, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as des regrets, Laura? Mmh, pas vraiment. En fait, j'ai du mal à avoir des regrets parce que je me dis que je prenais des décisions, avec, les armes que j'avais, au moment M, en fait, et que, bah, on peut pas, Ouais, voir dans le futur. Donc je pense que j'aurais aimé un peu plus, me lâcher. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai été tellement à fond que j'ai pas beaucoup profité de ma vie de jeune fille. Je suis pas beaucoup sortie. Je pense que j'aurais pu un peu plus me lâcher, profiter un peu, sortir en boîte, boire un peu d'alcool de temps en temps, ouais, un peu me lâcher, quoi. Et je l'ai mmh, pas du tout fait. Et je pense que des fois, ça m'a joué des tours parce que du coup, je vivais trop pour ça. Et, et voilà. Et maintenant, je me tu dis as que le droit. j'aurais pu faire un peu plus. Bah, maintenant, tu as le droit. Maintenant, je N'en crois. profite pas. C'est avec modération, C'est quoi? de non, mais il faut en profiter, ouais, exactement. Puis il faut fêter aussi. Il faut fêter les petites victoires, les échecs aussi. Ouais, Faut savoir fêter tout ça. ouais. Il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau? Bah ça, c'est une question difficile. J'ai mis du temps. C'est vrai que j'ai toujours, beaucoup aimé, le pentat. J'ai beaucoup été avec des pentas quand j'étais à l'INSEP, le pentathlon moderne. OK. Ouais, Et ouais. que j'ai beaucoup, enfin, la plupart de mes amis, en fait, à l'INSEP, c'est des pentathlètes. Et D'accord. en fait, je trouve ça génial parce que, enfin, j'ai l'impression ils ont toujours des journées, super différentes. Leur semaine, ils ont aucune routine et tout. Et voilà, c'est trop cool. Et sinon, j'ai pas un sport en particulier, mais je pense que j'aurais aimé faire un sport, un peu plus individuel où en fait, ma performance, elle dépend que de moi. OK. Ouais. Peut-être pas avec des juges Ouais, et voilà. J'ai, des critères figés, quoi. j'ai un Ouais. chrono et puis il faut que, voilà, quoi, c'est ma responsabilité à moi, quoi. OK. OK, OK. Tu te vois comment dans 10 ans? Trop dur. Je sais pas. J'espère que là où je serai dans 10 ans, c'est pas ce à quoi je m'attends. J'espère que je serai surprise et que ça sera en positif. OK. OK, OK. Ça marche. Mais bah, après j'imagine que c'est encore, dur, tu vois, de te positionner alors que ça fait quoi? À peine 1 an et demi que tu as vraiment, Même vraiment pas décidé d'arrêter donc un an, c'était au mois ouais, de 1 an, ouais. juillet l'an dernier. Ouais, donc c'est encore tout frais donc c'est normal que tu prennes le temps de te poser et de commencer à tracer ta voie, quoi. Ouais, Mais j'aime bien poser la question parce que c'est vrai que quand je la pose des fois peut-être à des gens qui sont pas du tout dans l'univers du sport, des fois la réponse elle est très précise, ouais, les gens savent exactement ce qu'ils veulent et tout. Et moi je suis tellement opportuniste et je suis tellement
je me laisse tellement, comment dire, un ouais, je me laisse vivre, quoi. Je me laisse Mmh. prendre les opportunités quand elles viennent et du coup, je suis incapable d'y répondre non plus. Du coup, c'est pour ça que je vais chercher des éléments de réponse chez les autres. Mais ouais. Ouais, bah, moi, avec mon métier et tout, je sais pas si je serai encore kiné. Si ça se trouve, oui. Je sais pas dans quelle ville je Mmh. serai. Mais bon, en fait, j'aspire à être apaisée et heureuse dans 10 ans. Voilà. OK, ça marche, ça marche. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh, alors, c'est pas vraiment un conseil. C'est plutôt une prise de conscience. C'est mon OK. père qui m'avait raconté ça. Enfin, qui m'avait raconté ça, mais vraiment comme ça, sans, je pense sans aucune pensée philosophique. Il m'avait fait un peu un ratio talent-travail, et il m'avait donné l'exemple du bac de philo. Il m'avait dit, Mmh. ben voilà, un mec qui est super calé en philo et qui travaille, il va avoir 18. Un mec qui est super calé en philo mais qui travaille pas, il va avoir 12. Un mec Mmh. qui est pas du tout calé en philo mais qui travaille, il va avoir 12. Et un mec qui Mmh. travaille pas et qui est pas calé, il a 5. Et en Mmh. fait, je me suis dit, en fait, c'est ça. Moi, je pense que j'avais pas de prédisposition particulière pour la synchro, mais j'ai tout fait pour avoir 18, quoi. J'ai tout fait OK. pour aller chercher, pour compenser un peu ce manque de talent qui fait que j'aurais jamais pu être championne olympique, par du travail, en fait. Ouais, ouais, OK. Voilà. Donc c'est waouh, mais c'est dur quand même ce que tu dis. Ça doit ça casse un peu des rêves, mais en même temps c'est la réalité, tu vois? Ça fait tomber un peu le masque, ça fait et c'est le but aussi, donc Ouais, ouais, c'est clair. ouais. Il y a un livre ou un film qui t'a inspiré, du coup, peut-être, allez, bah, tiens, ces 12 derniers mois, depuis que tu prends un peu plus de temps pour toi? Euh, Inspiré, non, mais enfin, j'aime beaucoup la trilogie du siècle de Ken Follett. C'est D'accord. en fait, il parle de plusieurs familles à travers les âges. Il raconte. Enfin, moi, j'adore l'histoire, en fait. J'adore savoir comment les gens vivaient avant. J'adore les différentes cultures. J'adore savoir vraiment au quotidien ce que vivent les gens, en fait. Et ça Ouais, m'intéresse trop de savoir à travers les siècles, enfin à travers les âges, comment les gens ont vécu. Et en fait, il raconte différentes histoires de certaines familles pendant la Première Guerre mondiale, après pendant la Seconde et après pendant la Guerre froide. Et c'est des familles qui se suivent, donc on suit leurs enfants, tout ça. Puis voilà, en fonction des contextes internationaux qu'on connaît, ben voilà, les quotidiens des gens, ils changeaient, quoi. ouais, Et voilà, non, il y a OK. ça. Et en film, je pense qu'il y a le film d'Andrea Bescon, Les Chatouilles, qui est sorti en 2018, je crois, et qui OK. m'a beaucoup marqué, beaucoup. Je l'ai trouvé très touchant. Ce film est très inspirant, mais je saurais pas trop dire pourquoi, en fait. OK, je l'ai pas vu du tout, donc je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais écoute, j'irai le voir. C'est quoi? C'est un C'est un film qui parle de violence, de maltraitance faite sur les enfants, en fait, d'accord. et de résilience. En fait, pour moi, c'est ça. C'est un film qui parle de résilience. OK. OK, OK. Voilà. Bah, écoute, on ira le voir parce que c'est une qualité importante, c'est une qualité importante. Comment est-ce qu'on te suit, Laura, si on a envie de suivre un petit peu tes aventures et ta carrière de comédienne en devenir? Simplement sur Instagram enfin c'est Laura Hoge tout accroché sur Instagram. OK, Voilà, j'ai pas OK. trop d'autres plateformes. Bah, c'est très bien, ça suffit. Faut limiter, à en avoir Ouais. trop, sinon ça rend malheureux. Et trop bien et du coup, bah, la dernière question, pour les interviews, c'est un petit passage de micro, c'est de savoir, bah, quelle est la prochaine, sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes, d'aller interviewer? Ça j'ai beaucoup réfléchi aussi, et en fait, je pense que je vais tout simplement dire quelqu'un qui est très proche de moi. C'est une grande nageuse, elle s'appelle Mélanie Hennick, et D'accord. qui est
qui est capitaine de l'équipe de France de natation. Et, Ok. et voilà, je pense qu'elle a énormément de choses très intéressantes à raconter parce qu'elle a traversé beaucoup de choses pendant sa carrière, qu'elle a eu beaucoup de petits échecs et qu'elle est en train de se transformer en une grande championne. Et je pense que c'est très inspirant et très intéressant, surtout en ce moment, elle est en train de vivre des transformations et tout, plein de prises de conscience qui peuvent être très très inspirantes pour beaucoup. D'accord, ok. Ok. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. C'est une très bonne recommandation. Voilà. Et bon, on en reparle hors antenne pour organiser ça. Mais écoute, merci infiniment, Laura. On aura passé du temps. C'était une très très longue interview, Ouais. mais j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un excellent moment. C'était trop bien. Maintenant, je connais par cœur ton sport et bon, j'ai pas pratiqué, mais en tout cas, tu m'auras vraiment transmis plein de choses. Donc merci pour toute cette valeur et toutes ces histoires que t'as pu nous partager. C'était génial. Bah, merci à toi, c'était super cool. Salut, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!